tous mes trucs, c'est des accidents, en vrai. À un point où maintenant, j'attends qu'il m'arrive un accident. Tu vois. On a quand même dormi dans la boue, on a quand même dormi dans un camion, dormi dans la rue, dormi dans machin. Désolé. Comment c'est possible que j'ai eu une invitation à aller chanter devant le pape? Ego, un truc de malade que j'ai refusé. 10 secondes juste et le truc, j'ai dit putain, ça sur mon Facebook, ça va être bien pour faire un petit truc d'appel, tu vois. Non, faut pas le refrain, laisse les gens kiffer l'instru. L'instru, il faut que les gens ils la laissent kiffer. Par contre, ouais, je suis un fou pour ça. J'écoute tous les presets un par un. On a fait des records qu'aucune boîte de toute la région n'a fait. Je vois des 60 000 likes, je vois des 15 000 repartages, je vois des commentaires à tire larigot en japonais, en machin. Je comprenais pas. Titre Nicki Minaj. Jason Derulo, David Guetta et moi. Je suis pas censé le dire parce que c'est vraiment c'est mon ouais. Cette vidéo est possible grâce à la collaboration avec Sonovant.com qui soutient ta chaîne préférée, la chaîne de Hurricanix, et surtout qui soutient la culture du DJing et l'apprentissage. Si tu as besoin de quoi que ce soit en termes de matériel, n'hésite pas à consulter le site Sonovant.com ou à aller dans les magasins. Allez, maintenant que tu as fait ton job, on y retourne. Un DJ producteur français qui a fait danser le monde entier. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Monsieur Willy William. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va, tranquille. Vrai intro que tu m'as fait là. Obligé. On est là pour catcher les gens direct. On va redémarrer depuis le début. L'histoire de Willy William, c'est quoi? Ça commence où? Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il y a beaucoup de choses à Exactement, dire. dans le canapé. Non, pour tous ceux, parce que justement, comme tu as une histoire très spéciale et que tout le monde te connaît, entre guillemets, de nom, mais il y en a, ils ont... Voilà, exactement. Donc, explique-nous. Comment tu commences? Où tu grandis, la musique ça arrive comment, les origines, tout ça, on est là pour développer. Développons. Non, bah écoute, moi j'ai commencé, je suis musicien, donc j'ai commencé comme guitariste dans un groupe. Je pense que c'était un peu le truc classique des musiciens des années 90, tu sais. En plus, je suis vraiment entré dans le cliché même de répéter dans un garage avec. J'ai fait ça, mais c'était génial. Franchement, c'était mon meilleur souvenir et c'est comme ça que j'ai commencé la musique. J'ai un peu toute une base rock, tout ça, parce que c'était un groupe de rock. Après, j'ai appris l'instrument, on a commencé à faire les premiers concerts. Donc j'ai eu toute cette formation un peu de musicien, on va dire, dans les années 90. Yes. Donc il n'y avait pas de téléphone, pas de machin, rien de tout ça. C'était vraiment tu prends ton ampli, ta guitare, tu fais tes fêtes de la musique, tout ça. T'as un public qui te connaît pas, tu vas essayer de le conquérir, écrire des chansons. C'est comme ça aussi que j'ai commencé à écrire un peu mes trucs. Et puis voilà, j'ai fait ça quelques années. Après, j'ai fait du son de système, début 2000. T'étais basé où? Le Mans. Le Mans. Le Mans, Angers, Nantes, en fait, c'était vraiment un peu mon secteur. J'ai grandi là. Et puis ouais, début 2000, c'était un peu l'explosion des sons de système un petit peu partout en France. Je suis allé à Londres pour la première fois de ma vie faire le carnaval jamaïcain. On a eu la chance d'être sélectionné là-bas et d'aller performer, tu vois. C'était comment? C'était n'importe quoi. Non, c'était une belle expérience parce que c'était une belle année. C'était une belle éra. Début 2000, tu vois, je te dis ça, c'était vraiment avant 2004, 2003, 2002, tu vois. Donc c'était vraiment, même à Londres, c'était l'explosion du dancehall, vraiment. Ça a commencé à arriver massif, c'était déjà là, mais là ça a vraiment explosé. Et 2004, quand Sean Paul a vraiment été mondial, là ça a été l'explosion un peu partout. Et les gens se sont rendus compte qu'il y avait tout un truc derrière. Et voilà, jusqu'à 2004, j'ai fait du son de système en tant que Selecta et MC. Donc, j'ai appris toute cette culture. Je suis allé en Jamaïque. J'ai vraiment fait les trucs à fond. En fait, quand je vais dans un concept, dans un délire, je le fais vraiment à fond. Surtout avant, quand t'es jeune, t'es un peu dans ce truc-là. Et puis, 2004, j'ai commencé à côtoyer un peu les clubs. Pas la première fois, parce que j'allais un peu en discothèque. Bien sûr. Quand j'étais plus jeune. Mais là, j'avais toute cette expérience de prendre le micro, de parler à une foule, de faire le MC jamaïcain, nanana. Et dans ma ville et dans mon secteur, il n'y avait pas de MC comme ça. Et puis moi, mes références, c'était Buju Banton, parce que j'avais vraiment une voix rauque. Yes. Avec le petit gabarit. Donc les gens... choqués. Choqués. Et moi, j'ai grandi avec vraiment à faire des imitations de Buju Banton et d'Elephant Man.
Et j'étais arrivé à la fin de ma formation sound system, donc j'avais des acquis. J'étais capable d'arriver, les gens ils me connaissaient pas, de prendre le micro, d'attraper le micro comme ça. Parce que j'avais la culture sound clash aussi. Ouais, bien sûr. Parce que j'allais dire, une fois que tu as passé l'étape sound system, le club, c'est facile. Exactement. Quand tu as fait ça, tu peux faire des bar mitzvahs. Ouais, bien sûr. Tu peux attraper les micros et machin. Et puis je maniais un peu l'aspect technique parce que je rentrais un peu dans la production aussi dans ce même truc là avec le sound system. Je commençais à attraper des phases B, à faire des taux sur les phases B, à les cutter aussi. J'avais un multipiste à l'époque. Enfin, j'ai toujours été geek, donc ma passion geek et avec ma passion musicale, les deux choses allaient ensemble, tu vois. Yes. MPC, machin, tous ces trucs-là, j'ai commencé à... Mais 2004, je suis vraiment rentré dans la production et le DJing, vraiment par hasard. La première fois de ma vie où je mixe, c'était un bluff. Je ne savais pas mixer. J'avais des gars avec moi qui me disaient « Waouh, c'est un DJ de ouf !» Non, en fait, ils avaient confondu, parce que chez les Jamaïcains, un DJ, c'est le gars qui prend le micro. Ouais. C'est pas un DJ. Ouais. Mais à cette époque-là, les gens ils savent pas. Ils savent pas son système, tout ça. Donc pour eux, ils pensaient que j'étais DJ. On dit c'est un DJ, il est allé en Jamaïque. Une boîte au Mans qui cartonnait. Mes potes ont bluffé le DJ résident pour dire tu vas voir, mais mets une phase B. Il va retourner la foule. Ouais. On l'a vu faire, Moi, je savais, il n'y a pas de problème. J'ai vu là, j'ai dit, mais comme mes gars sont allés parler pour moi, moi, je pensais pas qu'ils allaient me mettre derrière les platines. Donc, le DJ était pas chaud parce que c'était un DJ, c'était un résident house. Parce qu'à cette époque-là, c'était vraiment les débuts de la house dans les clubs French et touch, dans les discothèques. Donc, c'était du clamaran, c'était tous ces trucs-là. Les mecs, ils kiffaient. Ouais. Et c'était avec les vinyles, tu vois. Et donc le mec me met une phase B de Family Affair, qui était sortie à cette époque-là, qui pour moi, je la connais celle-là, tu vois. Et donc il me met la phase B et il me laisse derrière les platines. Il me dit, mais comme il savait pas, il me dit, tu vois, ça, le fader il est là, essaie de le laisser là, ne tape pas dans le rouge, tu vois. Déjà tous les trucs que tu vois. Moi dans ma tête, j'ai dit, mais j'avais pas envie de dire, je sais pas, je fais comment si le vinyle s'arrête. Je fais quoi? Il y en a un autre de derrière de près. Non. Et en plus, ça arrivait. Et donc, je fais mon freestyle et le Family Affair, en plus, la phase B, elle était patate à l'époque. On l'utilisait pour mettre des acapellas de Fat Man Scoop parce que c'était bien sûr. c'était les AV8 de l'époque, tu vois. Et j'ai fait mon job. C'était carré de chez carré et c'est la première fois où j'étais vraiment en contact aussi avec. J'avais déjà, quand j'étais dans ma formation sur son système, j'avais déjà tous mes trucs. Toi, mes gars, ils étaient ils avaient la Vestax, ils ont eu la Pioneer, donc j'étais à l'aise un peu avec ça, donc c'était facile, tu vois. Et même des fois, mais eux, c'était des 45 tours. C'était pas les 33. Donc le plateau est différent. Déjà, il y a 45-33. Et la manière de mettre il y a tout un tas de trucs. Moi, j'avais l'habitude de mettre le. Tu vois, le centreur, c'est un autre truc d'avoir le 33. C'était la première fois pour moi qu'il fallait que. Parce que j'avais 3 minutes et quelques de l'instru. Ça, c'est fini. Mais le mec, il est parti pisser, tu vois. Il m'a laissé en galère avec le truc. Et moi, je voyais que ça commençait à être la fin. Il y avait un espèce de fade sur le truc. Je dis, waouh. Et tout le monde était en train de crier, waouh. Et les gars, ils voulaient faire des pull-ups. J'ai dit, oh. Déjà à cette époque, tu vois. Et non, il a fallu que je remette le truc. Je l'ai remis au début. Le DJ est arrivé, il a vu que il a cuté. Et puis, il a vu que c'était chaud. Il m'a dit, écoute, reviens week-end prochain. On se fait une petite session de 15 minutes comme ça. Comme ça, moi, je fais une session groove. À l'époque, c'était les sessions groove, tu vois. Il n'y avait pas encore Zouk, tu vois. C'était les amateurs de groove, ils avaient le droit à 15 minutes c'était ça en province, tu vois, dans les clubs en province, c'était encore la musique de racaille, tu vois. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai une longue histoire, après je parle beaucoup, tu vois. Non, on ira, on est là pour de fil en aiguille, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la deuxième, troisième soirée, ça s'est transformé en fait en 1 heure de concept. Et les patrons de la boîte, ils m'ont dit, écoute, t'es chaud si on te donne un soir par mois pour faire une soirée groove, spécial groove, tu vois. Groove Nation, ça s'appelait. Et maintenant, si tu dis Groove Nation, quand tu vas au Mans, la ville Le Mans, si jamais vous arrêtez là-bas, vous dites Groove Nation, tout le monde sait. Tout le monde sait. C'est là. On a fait des records qu'aucune boîte de toute la région n'a fait. C'est des trucs, c'était interdit de faire. Une boîte de 500, tu mets 800 personnes, les gens ils sont comme ça. On a fait tous les trucs possibles.
Parce qu'à un moment donné, bah, il fallait savoir que les gens, ils avaient envie de ça. À ce moment-là, il fallait avoir le flair de dire machin. Et moi, ma mission, bah, du coup, c'était d'aller chercher des 33 à Montparnasse et les AV8 et compagnie, d'aller chercher les cuts. Et je me suis transformé en ce DJ-là, tu vois. Mais par hasard, par accident. Et je faisais le MC de ma soirée et c'était la guerre. C'était la guerre. Et c'était d'ailleurs mon premier titre, ma première production, mon premier truc où j'ai été signé et qui a cartonné aussi. C'est parce qu'il y avait un producteur qui s'avérait être par la suite le producteur de Tragédie, du groupe Tragédie, qui avait déjà produit des trucs avant, qui bossait avec Clamaran, Antoine Clamaran, qui était un peu de FG Radio à Paris à l'époque. Lui, il était venu faire une soirée parce qu'il a entendu qu'il y avait des soirées groove et qu'il y avait un MC qui avait une voix de à la Fatman Scoop, donc il était venu voir ça, il a vu, le mec il a dit écoute, je te fais venir à Paris la semaine prochaine, il y a Clamaran, il y a tout ça, on enregistre un titre, j'ai un titre, mais j'ai mis un acapella de Fatman Scoop et ça me fait chier. Tu vois, parce que j'ai pas les droits. Donc, et je suis allé là-bas, j'ai fait le truc. Et le truc s'appelle B-Boys. Et si tu l'entends, tu vas dire putain, non. Parce que les gens ne savent pas que c'est ma voix, ne savent pas que c'est moi. C'était quoi le blaze le son s'appelle B-Boys, Shake Da Body. Ok. Et dans les trucs Raga, d'ailleurs, quand il y a eu le Raga Connection, ça a été ils ont pris ce titre-là et Xela avec. Il y a eu. Connaître alors, absolument. B-Boy, Shake Da Body. Ok. Et quand tu entends le son, tu te dis putain. Et c'est ma voix. C'était quoi ton blaze à l'époque du coup? J'ai eu plein. Enfin, je me cherchais beaucoup à l'époque. C'était pas Willy William encore. Lord William, ça a été mon. Quelqu'un m'a anobli. Ça a été mon blast parce que j'ai été. À partir de ce titre-là, au final, j'ai été signé en maison de disque. Et la maison de disque de l'époque, c'était la maison de disque de Tragédie, de Camaro, de Shime, de Foot à Cagoule. En fait, de tous ces succès qu'il y a eu à cette époque-là. Ils m'ont signé parce que c'était le label, c'était un peu le play-tout. Donc j'ai été signé dans ce truc-là et le patron du label, c'est lui qui m'a anobli, il m'a dit on va t'appeler, parce qu'il me dit Willy William, il y a déjà un chanteur de reggae qui s'appelle Willy William. Je dis oui, je l'ai déjà rencontré. Il me dit on va t'appeler Lord William. Ok. Et c'est ma carrière de on va dire producteur à sortir des titres, à commencer à remixer des trucs, à commencer vraiment à partir de ce moment-là, 2004. Ok. Incroyable. Tout ça. C'était vraiment le début de tout ça pour arriver à là. Et à partir de là, à partir de 2004, j'ai vraiment été intégré dans plein de projets. J'ai commencé à faire de la prod et puis à faire un peu mon ragaman parce que y a personne qui le faisait en France en fait. Bien sûr. Ça aussi. Et la prod. Enfin, tu démarres parce que tu jouais des instruments. Et le moment où tu passes au mode ordinateur, c'est quand? C'est à cette époque-là. 2003, 2004. Je l'étais plus ou moins avant, mais j'ai vraiment commencé à m'équiper en fait, dès que j'ai commencé à faire mes soirées Groove Nation, l'argent est arrivé. C'est devenu déjà dans un premier temps, et d'ailleurs avec le premier argent entre guillemets. C'est le premier truc que j'ai fait, c'était vraiment de m'équiper. D'ailleurs, ma première SACEM, pour info, j'ai vraiment... parce que je connaissais pas tout ça. Et le producteur qui m'a signé et qui me fait enregistrer ce titre-là, ça a été compliqué. Est-ce qu'il a mis la douille? Est-ce qu'il a mis une douille? Oui, en fait, si tu veux, c'est ma première douille. C'est mon premier titre, mais c'était aussi ma première douille parce qu'en fait, j'avais pas le titre, il était sorti et j'étais pas crédité. Mais c'est ma voix. Et c'est mes potes qui me disent putain, on a entendu un truc sur M6. Donc il y avait un clip qui a été fait et c'était effectivement en boucle. Ça a été le gros truc raga. Ça a été, il y a eu des artistes français qu'on fait déjà du raga et Tonton David déjà fait partie aussi de ces artistes. Tu veux dire peut-être la partie plus commerciale. Mais ce raga-là, Bam Bam, ouais. Voilà, c'est le raga Bam Bam. Mon titre a été le premier truc raga Bam Bam français. Qui est rentré en radio et qui est allé à la télé. Ils ont fait un clip animé. Dessin c'était un peu l'ancêtre des trucs animes, mais c'était bien fait. Mais c'était un petit budget, tu vois. Mais c'est le budget on met pas de crédit. Ouais, bien sûr. Comme ça, c'est facile tu vois.
Mais j'étais pas sur les crédits. Et c'est des potes à moi dans la semaine qui me disent putain, il y a un son, on jurerait que c'est ta voix. Il y a que toi qui peux faire Effectivement, en plus, je dis mon blaze Lord William au début, nanana. Et, et c'est parti en histoire. Et jusqu'à ce que, au final, je me fasse, que je me fasse signer et que je puisse avoir ma première SACEM, quoi. Du coup, tu as réussi à récupérer les droits dessus? Ouais, j'ai en fait avec avocat et tout, Ouais. mais c'est pas de ma démarche, c'est une démarche des producteurs qui ont fait la musique qui ne savaient pas que Parce qu'eux aussi n'étaient pas dessus. eux ils ont lancé le truc, mais ils savaient pas que c'était ma voix. C'est-à-dire que le mec qui a produit le titre, il est arrivé avec le projet, il a dit vous inquiétez pas, c'est un MC à moi, bien sûr. qui a été crédité au final. Ils ont mis son blaze d'ailleurs sur le titre. Mais quand moi je suis arrivé, et que j'ai dit c'est moi qui chante le truc, je leur ai fait. On était dans les bureaux, je me souviens, parce que ça ressemble à un film. En vrai, ça pourrait ressembler à une série Netflix. Parce qu'il a fallu que je rechante mon couplet Ah ouais, carrément. dans les On bureaux. te croit pas. Non, on me croit pas, mais j'ai vu que ça m'a. À l'époque, en plus, j'étais jeune, donc le truc m'énervait. J'étais vénère. Bien J'avais sûr. faim. En plus, j'étais vraiment énervé. Mais j'avais pas faim en mode. Non, mais où est-ce qu'il est mon argent? Ouais, Parce ouais, que j'étais loin d'imaginer qu'il y avait de l'argent pour ça en plus, tu vois. la reconnaissance. Moi, je me dis, bon, j'ai pris un cachet, j'étais content, mais je me dis, les gars, le truc, il est à la radio, c'est sur Fun Radio, c'est sur Énergie. À l'époque, les Fun Radio et Énergie d'époque, c'était machin. À l'époque 2004, Bien sûr, avec c'était que ça. l'explosion de Ouais. tout plein de trucs, tu vois. Et il y a un clip, tu vois, sur M6, tu vois, la M6 Club. Ouais. Il y a un clip qui tourne, tu vois. Là, si tu vas sur YouTube, tu mets B-Boys Nain, tu vas entendre le. Bon, au final, j'ai fait mon couplet, et les mecs, c'était. Et ils ont dit bon, t'es chaud pour d'autres projets, nanan, t'inquiète pas, on te gère ton plan, on va t'inscrire à la SACEM et tout. Mais moi, je connaissais pas la SACEM à l'époque. J'étais comme Jules dans ses débuts, c'est la SACEM, on te paye pour les passages radio, machin, tout ça. J'étais Bien sûr. dinguerie. Ouais. Et effectivement, mon premier cachet, c'est le premier truc que j'ai fait. J'ai pas flex avec parce que moi j'avais faim. Moi, il me fallait du matos, carte son, nanana, j'étais chaud, tu vois. Donc j'ai flex sur du matos. Donc j'ai acheté mon premier ordi, micro, carte son, truc basique. Et puis à partir de là, j'ai commencé à passer des nuits à kicker la prod. Yes, à découvrir. J'ai acheté mon premier clavier, c'était un Triton. Et c'était le clavier de Pharrell Williams, Ouais, bien sûr. par excellence. Ah ouais. Et moi, je savais ça parce que j'étais fan de ouf de Timbo, tous ces sons. J'étais un ouf. J'allais sampler sur les CD, le bout, et je me refaisais mes banques sons à partir de là pour refaire mes prods. J'avais déjà un mindset d'époque de gars qui a faim pour aller chercher le moindre bruit, le transformer en machin. Quand j'ai eu mon Triton, que j'ai pu m'acheter un Triton, mec, ça y est, c'est parti. Ouais, bien sûr, c'est légende après. Mon gars, je l'ai saigné parce que tous les trucs, que ça soit du collectif métissé, que ça soit de Neyman, parce que à l'époque, il y avait Ray Neyman. Ok. C'est moi qui ai produit tout l'album de ça, et c'est tous les titres qu'on cartonnait, parce que ça arrivait aussi à cette époque-là, de fil en aiguille. Comme il est arrivé au Mans et qu'il est arrivé du Suriname, il cherchait un gars qui compo. Il est venu chez moi, je dis écoute, j'ai du matos, je suis chaud. Et on était les deux gars chauds et j'avais déjà des idées. Je voulais faire comme Bob Sinclair à l'époque et tous les trucs qui arrivaient à l'époque. J'ai dit écoute, on peut faire ça, il y a moyen. Je mets mes voix, On a fait, Sony nous a signé, ils ont signé un album. Et ils nous ont amenés à New York pour masteriser l'album avec le mec qui masterisait l'album de Jay-Z, Chris Gehringer. Que le gars il écoute les sons, il pète un plomb, il dit waouh, c'est original et tout, nanana. Parce qu'il se doute pas que c'est des petits gars de la campagne d'un bled de France qui ont fait ça. Et moi j'avais déjà une manière de mixer mes trucs qui était déjà fat, tu vois. T'avais geeké ton truc. Parce que je savais comment sampler les trucs déjà pour que ça soit, tu vois. J'avais ma vision du truc. Et quand on allait là-bas chez les Quinry, on était comme des oufs et que le gars me dise, moi c'était mon plus gros kiff, tu vois. C'est qu'un gars comme ça, que je sais. La reconnaissance. Et le gars, le mec, il a kiffé. Il a ouvert sa session de merde, comment s'appelait le truc qu'il avait mixé à l'époque avec de New York. Alicia Keys. Avec Jay-Z. Yes. Le mec, il était dans le kiff de ce qu'il et
ces studios, c'était la guerre. Et parce qu'une semaine, en fait, on passait là-bas pour masteriser l'album. Et donc, il a écouté tous les trucs qu'on a fait, nanana, les mix. Et puis il kiffait la couleur du truc. Il trouvait ça original de ouf, de mixer les sons Suriname, machin. Moi, j'avais mis mes guitares. J'étais dans le summum de la fin, moi. J'avais mis tout ce que tu savais faire. Ouais, mais ma vision de, justement, du croisement de tout ce que, tu vois, venant d'un milieu rock, grandi là, sound system, nanana, avec une vision club. Ouais. J'avais déjà tout ça, et que quand justement que le mec Geringer me dit, ce gars-là qui avait un level de ouf, ils me disent waouh, c'est intéressant, I like it. Je dis non, no way, le truc c'est de la merde ça. Ouais. Le mec il ouvre, il était tellement content, il kiffait, qu'il voulait me montrer la session de New York. Et le mec il ouvre les stems, il ouvre le truc, et on était en train d'écouter. Moi j'écoutais pas, moi je regardais juste son Pro Tools avec les trucs. J'étais en train de me dire putain, je suis en train de voir le vocal d'Alicia Keys. Merde, c'est Jay-Z. Wow, je vois les cuts, les machins, le mastering, machin. C'est lui qui a fait le mix et le master de New York. Et le son, surtout, que j'étais en train de me prendre une claque. Et pour moi, je pense que c'est dans mes moments de life, de tout ce que j'ai fait avec les victoires, les machins. Mais je mets ce truc-là parce que ça, c'est vraiment une place de privilégié. Et c'est surtout que l'achievement, je vais parler comme un quinri, tout le truc qui fait que déjà à cette époque-là, je me retrouve là, c'est de me dire putain, t'imagines. Et je disais à Neymar, j'ai dit, t'imagines que toi, mec, t'as grandi dans la forêt là au Suriname, et t'imagines qu'on est là à New York, aux frais de la princesse de Sony, ils ont payé tout ça, on est là, on est en train de faire pendant une semaine, on est là avec Chris Geringer, le mec a fait des albums de EPMD, de machin, quand même, et que le mec est en train de kiffer notre vibe, tu vois, et que le mec, on est là, on est un peu friendly, tu vois, et j'ai dit, mec, rien que ça, c'est bon, ça suffit. Bien sûr. Et bon, après, franchement, honnêtement, j'étais pas fan du travail qu'il a fait sur l'album à 1000%. Et parce que c'est les vibes de Quinry, tu vois. Ouais, il a mixé avec ce qu'il savait faire. Il a pas su analyser culturellement tout le truc, tu vois. Mais bon, voilà, c'est des anecdotes. J'en ai plein comme ça, mais celle-là, elle est vraiment, elle me tient à cœur parce que c'est vraiment un truc de malade. À quel âge tu t'estimes quand tu vas là-bas, t'as quel âge? Une vingtaine d'années. Ouais. 23, 24. Yes. Tu vois, 23, 24. Et c'était cool, tu vois. Et j'ai travaillé entre ça, tu vois. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire mes débuts de soirée, avant ça, j'avais quand même un boulot, tu vois. J'ai travaillé pendant 1 an à faire 2-3 jobs, mais de téléopérateur, parce que c'était l'explosion à l'époque aussi. Ouais. Et puis c'était facile, j'ai postulé, le parler, c'était cool, je sais bien parler, tu vois. J'ai toute une expérience de parler à la foule, tu vois. Donc ça, parler dans un téléphone, j'étais friendly avec les clients, tu vois, c'était cool. Bien sûr. Donc ça a fonctionné bien pour moi, et quand j'ai commencé à faire des soirées, du coup, tous les gens qui étaient dans ma boîte venaient à ma soirée et ils me cassaient la tête pour avoir des entrées heavy parce qu'à un moment donné, ils savaient que ça allait être full. La guerre, ouais. Et voilà. Donc à un moment donné, j'ai arrêté de bosser dans ça, pas parce que machin, mais je voulais vraiment me focus sur ça et de me dire. Il y a un truc à donc, faire. vraiment, parce que c'est bien aussi de savoir à quel moment j'ai fait le shift, et je me suis dit, bon, j'ai une sécurité de pouvoir travailler, de le faire, mais je vais prendre le risque d'aller d'être DJ et de prod, tu vois. Et à ce moment-là, j'avais pas encore mes délires de SACEM, je n'avais pas découvert cet univers-là. J'avais juste le DJ, les soirées où j'ai vu qu'on me filait un cachet qui était équivalent à un moment donné de ce que je pouvais faire dans le mois, tu vois, en travaillant en téléop, juste en faisant les soirées. Mais j'étais conscient que ça, c'est parce que ça fonctionne là, et que peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, enfin que tu vois. Donc j'étais conscient de tout ça. Et pas à me dire ça cartonne, allez, je plaque tout et puis j'y vais à fond, tu vois. J'étais quand même conscient du truc parce que j'ai quand même eu des périodes de galère où dans tout ça, même dans la musique, je suis quand même parti de chez moi tôt et avec rien, et que avant de rencontrer les gars de Sound System, je suis parti comme un SDF. Et vraiment, c'est-à-dire que 18 ans,
Je suis parti de chez moi, j'avais rien. Parce que je suis parti en surprise, tu vois. Yes, yes. C'est-à-dire que j'ai juste pris un sac, je me suis cassé de chez moi. Yes, yes. Et a priori, ça n'a même pas inquiété mes parents ou quoi que ce soit, parce que il fallait partir. Tu vois. Ouais, bien sûr, à l'époque, c'était. Voilà. Donc, j'ai eu mon bac, en fait, et puis j'ai tracé. Yes. J'ai tracé, j'avais vraiment rien. J'ai pris un train, je l'ai fraudé. Je suis allé à Angers, la ville d'Angers, où il y avait un contest de sound system et que j'ai remporté parce que j'avais déjà le flow d'attrape. J'avais faim. Vraiment, j'avais le faim. Et puis j'avais déjà, avant même de rentrer dans le milieu du reggae, j'avais déjà la voix rauque et j'étais déjà dans le truc à l'époque j'étais en mode et comme ça, mais je savais pas ce que ça représentait. J'ai entendu ça, style, bien sûr. mais je savais le faire. J'écrivais déjà des chansons pop rock nanana, donc j'avais tout ce truc là. Et j'avais pris ma guitare avec moi que ma mère m'a offert. J'ai pris ma guitare et j'avais pris un sac de militaire, tu vois, que mon daron avait. J'ai mis des affaires dedans et je suis vraiment parti comme un clodo, tu vois. Je me suis dit, au pire des cas, je vais chanter dans la des rue, trucs. bien sûr. Ouais, et j'ai dormi dans un parc, j'ai dormi à la rue. Mais je gagne ce contest de sound system. Les gars, et j'explique aux gars, je dis, par contre, je suis en chien là. Je viens vraiment là en mode machin. Mais après, ça me dérange pas, je peux dormir dehors. Franchement, il n'y a pas de galère, tu vois. Les gars me disent, mais t'es fou, non, viens chez moi, même 1 mois, 2 mois, t'inquiète. Au final, on a fini en colocation avec les gars et ils ont vu que j'avais une rigueur, qu'il y avait un moyen de faire des trucs et qu'ils avaient un MC aussi. Le contest, c'était pour chercher un MC. Mais ils m'ont dit, voilà, maintenant, il va falloir que t'apprennes la culture jamaïcaine. Et puis, c'était des 2 passionnés, tu vois, les gars. Et ils habitaient ensemble, ils étaient déjà en coloc. Ah ouais, donc t'es rentré dans le direct à viens, famille à 1000%. on va commencer à kicker les bars, les cafés-concerts, les machins, les bars et tout. Et les cachets ira à la vie de tous les jours, machin, tu vois. Pendant 3-4 ans, pas payé, mais on investissait dans le matos. Son système, qui dit son système, dit nouvelle platine. Ouais, les enceintes, c'est les grosses amplis. JBL. On a commencé avec 1 kg, 2 kg. Après, on commençait à avoir un sub. Mais tout ça rentrait dans un camion. Et c'était à nous de s'installer. J'ai fait les vieilles charrues. J'ai fait ce festival-là à l'époque. Mais dans le champ, dans la boue, dans le Technival, le côté reculé où il y a tous les trucs techno, tous les sons systèmes techno. Bah, c'est là où tu avais les sons système reggae. Donc nous, on était là, on installait nos trucs et on jouait nos cuts de machin. Il y avait des gens qui étaient ouf. Moi, j'étais le MC. J'ai connu tout ce truc-là, tu vois. Et des fois, je me dis, j'ai l'impression d'être un Highlander, parce que quand je réfléchis à des trucs, je me dis, putain, on a quand même dormi dans la boue, on a quand même dormi dans un camion, dormi dans la rue, dormi dans machin. Comment c'est possible, tu vois. Je me dis, merde, comment c'est possible, tu vois. Yes. Mais c'est ça qui fait que c'est ça qui me garde encore dans l'excitation de continuer à faire de la musique et de découvrir de nouvelles expériences, de continuer à avancer et de me dire c'est pas possible parce que tout ça existe encore. Toi, tu sais, dans la musique, on est même dans l'aventure que tu as avec les gens, les interactions. Tu rentres, c'est ça les groupes sociaux, c'est que tu rentres dans un truc, dans une culture, t'embrasses cette culture-là, elle peut t'apporter des choses et à un moment donné, soit tu restes dans ce truc-là et tu le vis à fond jusqu'à mourir, tu vois. Mais la plupart du temps, tu vas embrasser une culture parce que tu rencontres des gens, parce qu'à un moment, t'es dans ta vie, t'es dans un truc qui fait que t'embrasses cette culture-là, ça va durer 10 ans, 20 ans, 15 ans, peu importe, mais ça va t'apporter quelque chose, quoi qu'il arrive. C'est impossible que, même si tu en as une mauvaise expérience en sortant du truc, mais t'auras appris des choses. Tu ne sais même pas que cette mauvaise expérience, elle t'a shape. C'est ça qui t'a fait que, à ce moment-là, instant T, tu es l'homme que tu es avec cette culture-là. Donc, même si c'est une mauvaise expérience, si tu es conscient que ça t'a quand même donné des choses, tu le sais pas. Mais dans ce que tu vas faire et dans tes décisions et dans comment tu vas t'orienter, même culturellement ou musicalement, il va se passer quelque chose, tu vois. Et c'est qu'avec ce recul-là, plus tard, que tu vas te rendre compte que, il s'est passé un truc bad. Mais c'est ce truc bad-là qui m'a amené là, qui tu t'a vois. donné la force ou pas et qui t'a... Donc, quand tu es conscient de tout ce chemin-là, tu peux embrasser tout un tas de trucs et être content de le faire. Bien sûr. Tu vois. Et c'est ça, justement, c'est que peu importe que tu gagnes de l'argent, que tu gagnes pas de l'argent, que tu arrives à un point où tu dois nourrir ta famille ou pas, si tu as encore cette énergie-là pour embrasser toutes ces choses-là qui t'arrivent, tu peux rebondir, en vrai, tu vois. Si tu arrives à un moment donné où tu n'as plus d'énergie pour embrasser ce truc-là, tu dis non, je peux pas. Tu le sens que tu n'as plus. Là, là, c'est sûr, que tu n'auras plus de force à donner dans le prochain truc, tu vois. Là, effectivement, tu te dis bon, ça, c'est plus pour moi. Effectivement, la musique, c'est plus pour moi. Effectivement, tu vois. Là. Des fois, il faut faire une pause, des fois aussi. Ouais, mais c'est de la remise en question, tu vois.
c'est de la remise en question. Revenons sur toi. Oui, excuse-moi. Quand est-ce je suis qu'arrive désolé. T'inquiète, Je on est là, parle pas de trop. souci. Quand est-ce qu'on va dire l'arrivée collectif métissé, c'est quand, c'est comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, les rencontres? Explique-nous un peu ce truc-là parce que c'est là où aussi t'exploses Oui, entre guillemets pour les clubs. Ouais, bah, collectif métissé, écoute, ça arrivait vraiment. Euh, c'est une histoire de timing en fait. Et c'est marrant, c'est la musique, c'est une histoire de timing au final. Euh, En tout cas pour ma part, hein, tout arrive à un timing où effectivement, bah, ça doit arriver là. Et avec le recul, tu te dis, ça devait arriver. À un moment donné, ça devait arriver. Et le collectif, j'étais dans une vibe après la sortie de l'album de Neyman, après à commencer à faire des remixes, parce que le projet a bien fonctionné, radio, télé, on a fait des néo premiers plateaux, on a eu l'occasion de côtoyer beaucoup d'artistes d'époque, de 2004. En fait, j'étais le DJ de Neyman. Yes. J'étais dans le truc machin, donc j'étais vraiment le DJ de Neyman. Je pense comme la plupart des producteurs d'artistes à l'époque, ils se retrouvent à partir en tournée, à être le DJ d'un tel ou un tel, tu vois. Et à l'époque, c'était un peu c'était un peu aussi on faisait des plateaux radio, c'était un peu aussi le truc des plateaux radio début 2000, surtout 2004, 2005, 2006, c'était l'explosion de ça. Il y avait beaucoup de plateaux radio avec des Singila, tous les artistes urbains, parce que l'urbain commençait à prendre une place importante, tu vois. Donc nous, on a pris ce train-là. On est rentré dans ce train-là et moi, je me suis fait des contacts. Les gens ont vu que ça fonctionnait aussi dans ce qu'on se faisait. Donc ils voulaient aussi avoir des remixes un peu tropical mélangés au club, tu vois. Un peu à la Bob Sinclair, parce que c'était un peu la référence. Lui, ça cartonnait. Rock This Party et puis tout le... Donc moi, je savais faire ça et je savais le copier. Donc, le créateur du collectif Métissé, Somariba, il a eu l'idée on s'est croisés dans ces soirées à l'époque à Bordeaux aussi. C'était aussi un peu l'explosion des soirées, des soirées du monde de la nuit, en fait, où tous les DJ, tous les producteurs, tous les gens du monde de la nuit se donnaient rendez-vous à Bordeaux, au Macumba, pour ces soirées-là. Et nous, c'est là où on était, en spectateur. On grattait même des places pour être assis là et regarder les autres artistes avec Neyman. Et à chaque fois, on se disait, l'année prochaine, il faut qu'on soit sur scène. C'est pas possible. C'est pas possible. Et les gars nous ont dit, ouais, revenez l'année prochaine avec un titre fort. On a eu le titre fort, on est revenu. L'année d'après, effectivement, on était sur scène. Et de fil en aiguille, on se met le créateur du collectif Métissé, qui n'était pas encore le collectif, il dit, écoute, il vient me voir et tout, nanana. C'était aussi le patron de la boîte. Et donc il me dit voilà, j'ai une idée, j'ai un son, j'ai un truc, mais j'aimerais bien refaire le groupe, créer un peu ce truc de boys band, yes. Mais en groupe, ce que faisait Magic System, mais en peut-être encore plus populaire. Voilà. Yes, yes. Et il me dit j'ai un son. J'ai l'idée du son et tout, mais il faut avoir la touche, tu vois. Il manque encore le petit truc rentre dedans, il manque encore le truc. Alors il y avait la prod et tout, et puis moi j'ai amené mon vocal sur le truc. J'ai un peu amené mon influence sur la prod, je ne l'ai pas faite, la prod était déjà là. Et puis il me dit écoute, tu sais quoi, peut-être que j'ai des membres et peut-être qu'on peut créer ce truc de groupe. Est-ce que toi ça te parle? Moi pour l'instant ça fait 10 ans, je fais plein de trucs, donc il n'y a pas de problème. Et donc il a réussi à réunir d'autres membres qui étaient chauds pour le truc. Et il propose le projet à Universal. Et Universal, il signe direct. On dit, waouh, l'idée, elle est ouf. Effectivement, ça s'est pas fait encore dans cet esprit-là. Le son, c'était Laisse-toi aller, bébé. Yes. Et le son, il sonnait déjà comme un tube camping. Tu vois. C'était la cible, hein, de toute façon. Et effectivement, le fait d'avoir plusieurs personnages, parce qu'il y avait moi, il y avait Somariba qui était aussi un personnage, qui était le Superman de l'époque, DJ Fou, qui avait aussi, lui, il était déjà un personnage avant, il faisait la tournée des discothèques déjà avec son personnage de DJ vraiment ouf, tu vois, et il porte vraiment son blaze. Donc déjà, nous trois, on avait déjà 3 personnages pour faire un truc atypique.
Et après, il y avait toujours le truc de ramener, tu vois, ramener une ou deux, filles, bien sûr. une deux filles pour avoir un truc homogène et d'avoir un truc machin. Et c'est comme ça que le collectif est créé. Ils nous ont envoyé au Maroc pour tourner un clip. Tout s'est fait super vite et le titre il est rentré direct dans les sphères dans les sphères de là où ça doit aller, radio, bien sûr. télé, nanana. Et puis ça a été super vite parce que Laisse-toi aller bébé, c'était quand même. C'était le tube du camping Bien sûr, du collectif métissé. Des clubs de campagne. Et surtout, à cette époque-là, c'était quand même... waouh, ouais, il fallait un truc comme ça. Il y avait du Magic System. Il me semblait que c'était arrivé ça commençait à s'essouffler parce qu'ils ont quand même de enquillé... 2001 à partir de... Bien sûr. Ils ont enquillé plein de trucs. Tous Donc, les étés. ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire. Ouais, bien sûr. Et ils l'ont bien fait. Hein. Et nous, c'est vrai qu'on est arrivé avec cette idée de reprendre le flambeau, mais... d'aller vraiment encore plus dans les campings, d'avoir un truc vraiment proposer un truc vraiment franchouillard, tu vois. Yes. Et c'est pas quelque chose qui t'a... Parce que moi, je pense que je commence à mixer. C'est quelque chose que je déteste de par ma culture, de par mon background, et c'est ce qu'on appelle le genre soleil en France. Bah, et ce qui permettait pas de... non, bah, franchement, moi, j'ai embrassé ça. Comme je disais tout à l'heure, j'ai embrassé ce mouvement-là. C'était cool parce que il y a une cohérence dans ce que j'ai fait qui m'a amené jusqu'à même au jour d'aujourd'hui. Il y a une cohérence dans la manière dont comment je fais les choses qui m'amène. C'est comme si tu prends un bateau, que tu sors du bateau. T'attends et il y a un autre bateau qui naturellement va te prendre, Bien qui sûr. est un peu plus gros et qui est un peu plus gros au fur et à mesure, tu vois. Il n'y a pas de petit bateau pour rétrograder sur autre chose en Non, mais disant après, il peut y avoir des choix j'attends qui qu'il y ait fait que... un meilleur mouvement qui m'intéresse plus, tu vois. J'ai jamais été puriste dans un truc, tu vois. Ok. C'est ce parce que que j'allais te dire. parce que dans tout ce que j'ai fait, je pouvais pas me permettre de l'être, tu vois. Même quand j'ai fait du rock, je me suis retrouvé dans des scènes où j'étais déjà hors sujet avec le truc. Mais les gars me disent putain, le mec il braille dans le. J'aurais pu faire du hardcore, Du punk, même du punk, ouais. parce que j'avais déjà un grain de voix qui pouvait brailler assez bas. Et je kiffais. En plus, j'étais dans une phase où tous les trucs hard, parce qu'on m'a fait écouter ça et que j'étais en kiff sur ça. Tu vois, je dis ouais. Mais là, en fait, là où la différence, c'est que vu que tu es d'une culture caribéenne, et c'est comme si c'est la Caraïbe sans la Caraïbe pour les Français, entre guillemets, etc. Et justement, ce rapport-là, t'as pas eu ce souci, ou t'as pas eu ce retour de qu'est-ce que tu nous fais. Ouais, et puis tu sais, j'ai grandi à la campagne, tu vois. Et c'est important aussi ça, parce que toute mon influence musicale, Je connais les codes. il y a tout. Ouais. Tu vois, j'ai pas grandi en ville ou en cité. Et si j'avais grandi en cité, effectivement, surtout dans ces années-là, dans cette époque-là, tes choix, même ta culture, elle est déjà prédéfinie. Voilà. Parce que tu es déjà dans une appartenance culturelle. Tu es obligatoire. Et à l'époque, si tu écoutes du rock et tu es avec les gens qui écoutent du rock, ou tu écoutes du hip-hop ou quoi que ce soit, ou de l'afro. Ou du reggae, mais même à l'époque, l'afro, c'était pas la mode, c'est la musique de daron. Ouais, donc t'écoutes pas ça. Tu vois, tu vas écouter, ou tu l'écoutes parce que t'as pas le choix. Dans une famille sénégalaise, tu vas écouter du machin. Ouais, voilà. Mais c'était le rap ou le rock. Et c'est marrant parce que même les mecs qui sont devenus des DJ qui scratch et tout dans fin 90, ils écoutaient du Nirvana avant. Tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et d'ailleurs, tous les gens qui ont migré sur le hip-hop, ils ont connu toute cette époque punk, début 80, grunge, c'est pas punk, c'est grunge, début 90. Tous les mecs qui ont switché sur du NTM et machin, en tout cas de la culture française, ils écoutent Nirvana. Ils ont tous, et quand tu portes le t-shirt Nirvana, c'est que tu sais que tu as vécu cette époque-là, tu vois. Yes. Et avec le poster Nirvana, nanana, parce que c'est Nirvana et EPMD ou Wu-Tang, tu vois. Et parce que les deux, ils étaient cool à l'époque. Ouais. À un moment donné, tu choisis. T'avais les gros aussi, t'avais moins de choix d'écoute et tu profitais de ce qu'il y avait aussi. Mais comme j'ai grandi à la campagne, j'ai eu plein d'influences et que j'avais aucune dictature sur ce que j'écoutais et aucune information aussi. Parce que c'est une époque où t'as pas d'information. Si tu veux une info,
Quand tu es à la campagne, tu prends ton vélo, tu fais 10 km et pour avoir une information. Et quand je dis une information, c'est d'avoir une interaction humaine avec tes potes, qui a son cousin qui est revenu des States avec une cassette qui est à Paris, d'un mixtape de machin, ou un gars qui est fan de Smashing Pumpkins et qui te fait écouter tout un album et tu peux me le prêter et je saigne l'album parce que t'as que ça à faire à Bien l'époque. sûr. Le temps imparti à cette époque-là, il était libre. Il n'y avait aucune contrainte, il n'y avait pas de technologie, il y avait zéro technologie pour te distraire. Zéro distraction. La distraction, c'était à toi de l'inventer, tu vois, cette époque-là. Donc c'est pour ça qu'on a eu la chance, cette génération 80, d'avoir grandi dans ça, parce que on a eu la chance de se définir musicalement, tu vois, et de prendre des choses et d'apprécier la musique. Ouais, bien sûr. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a encore le truc de pouvoir, et d'être aussi nostalgique par la même occasion, mais de pouvoir faire ce qu'on veut. Et d'aller là où on veut et d'apprécier les choses comme on l'entend, sans avoir une pression ou une dictature de dire je vais peut-être écouter ça parce que les gens vont pas aimer, c'est chaud. etc. Sauf si effectivement, quand tu as une vingtaine d'années, tu vas appartenir à une mouvance et tu commences à rentrer dans des codes de musique et de trucs à écouter ça et dire putain c'est bien, mais c'est aussi de 20 à 35 ans, c'est aussi la meilleure période pour un homme ou pour une femme même, mais plus pour un homme parce que nous on a encore plus de liberté jusqu'à 35 ans. Bien sûr. De pouvoir écouter, de vivre plein de choses culturellement parlant, tu vois. Et moi j'étais dans ce truc-là jusqu'à, je te dis, de 20 à 35 ans, c'est mes 15 années où j'ai évolué dans plein de styles. Ouais, bien sûr, profiter, et dans plein de trucs, beaucoup de choses. assez pour apprécier les choses et d'avoir la tête sur les épaules quoi qu'il arrive et de me dire non, de pas avoir de limite et pas me dire là c'est trop ringard. Je dis non parce que tu sais, moi j'ai écouté Manureva dans les années 80 parce que ma mère qui est éthiopienne était en kiff sur Manureva. Yes. Donc quand tu sors déjà d'une famille comme ça, il n'y a pas de limite chez nous, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de limite parce que ma mère elle écoutait de la musique djiboutienne ou éthiopienne, mais elle était en kiff sur Alain Jeanfort, des trucs, je dis à ma mère, c'est pourquoi? Ouais, c'est quoi que tu kiffes? Yes. Et elle chantonnait les trucs et tout. Mais tu fais reverse sur la cassette et il y a il y a la musique éthiopienne, tu vois ce que je veux dire? Yes. Et moi j'ai grandi dans ça, donc c'est pour ça que Multi-genre. c'est cool quand je suis plus apte à avoir mon cerveau il décode tout ça. Et il kiffe. Donc c'est vrai que j'ai eu une période quand on commence à rentrer dans les trucs collectifs métissés, où les mecs qui traînaient avec moi, où ils ont dit c'est un peu ringard là ton truc. J'ai dit écoute mec, quand tu vas faire les plateaux télé, les TF1, les machins, j'ai pris déjà des gens avec moi et ils ont dit Quentin Cris, c'est un tel, Garou, machin, tout ça. Des gens qui étaient aussi dans leurs heures de gloire que tu rencontres. Mais peut-être eux on l'a pensé de dire c'est le groupe ringard collectif métissé, c'est la compagnie créole. Nous on était vraiment catégorisés comme la compagnie créole, tu vois. Mais je dis moi la compagnie créole c'est aussi dans ma culture. Il y a pas de problème. Yes. En attendant, je fais mes plateaux, on a un public. Tu vois, quand tu as un public, tu respectes ton public. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est pour ça que je me dis que tous les gens qui font un style, qui sont dans une machin. À l'époque, il y a eu Tragédie, tu vois. Tragédie, ils ont pris cher. Mais qui c'est qui faisait partie de Tragédie? C'était moi. Ok. Ça aussi, les gens ne savent pas. Après, sauf maintenant, les gens qui ont des vieux souvenirs d'époque, ils me disent mais t'étais pas en première partie de Tragédie, de machin. Et des fois, dans des endroits où c'était compliqué, tu vois. Tu sens que tu vois c'était un truc, c'était des époques de Ryan B où ils ont mis à l'époque de Ryan B, de Willy Denzey, ils ont mis Tragédie aussi parce que c'était parce que le public parce qu'il y avait c'était le boys band de l'époque, puis il y avait un public pour ça. Mais ce public-là, il y a une autre partie du public qui se retourne, ils attendaient qu'ils montent sur scène pour balancer des trucs. Mais c'est moi qui faisais les premières parties. Mais moi, j'arrivais avec mes délires de raga connection et tout, donc c'était cool. Yes. Mais j'ai connu ce genre de mood, tu vois. Donc c'est pour ça, tous les moods, moi, j'accepte, tu vois. Tous les moods. Yes. Et avec le collectif, on allait dans plein de moods, tu vois. Des télés, des plateaux, machin. Mais comme on était un groupe qui passe bien, c'est cool, c'est pas de l'urbain. C'est pas peut-être là où Magic System était peut-être un peu trop noir. Franchement, c'est dur aussi, tu vois, tout ce milieu-là. Tu le découvres. Moi, je sais, j'ai grandi à la campagne, je connais tout ça. Ouais, bien sûr. Mais renforcé déjà. t'observes, tu vois.
t'observe. Donc, Les quotas. ouais, même. Moi, je m'en fous parce que je me suis toujours dit, à un moment donné, toute cette expérience-là, moi, il me tardait qu'une chose, tu vois, c'est de me dire, je suis pressé de faire mes propres bails. Je suis pressé de faire mon propre truc. Je suis pressé de composer mes morceaux. Moi, j'attendais que ça. Mais je savais je suis là pour apprendre. Je suis là pour kiffer aussi. Et je l'ai fait à fond. Et quand les choses se sont faites à un moment donné pour moi, ça s'est fait naturellement. Parce que, à force de remixer des artistes, de commencer à avoir des trucs, de donner de la force aussi pour d'autres artistes, Kinvé, c'est moi qui ai produit son premier titre. Ok. Et c'était un accident, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est un remix. Et il s'avérait que les radios, ils ont commencé à jouer ce remix-là. Ils ont dit, bon, nous, on veut ça. On veut signer ça. Les maisons de disques, on veut signer ça. C'est comment ? On dit c'est moi, on fait le truc et puis voilà. J'ai fait le premier et le deuxième single. Le premier single de J'aimerais trop de Kinvé, ça a été en 2012 le titre le plus vendu devant Johnny Hallyday, devant machin. Et quand tu écoutes le titre, tu te dis c'est un titre quand même, c'est camping, c'est soleil. On est en plein dedans. C'est ça, c'est soleil. Bien sûr. Mais 2012, meilleure vente de single devant Johnny machin. Il y a un public. Ah, il est toujours là. Hein. Nous, moi, je te dis ça parce que c'est l'ère où on a détesté, où c'était dur pour nous. Oui, c'est sûr. Justement, c'est sûr. où ça demandait le soleil. Moi, ce qui est intéressant dur, dans ma position, ce qui était intéressant, c'est que j'étais capable de faire ça. Mais à côté de ça, je continuais à être DJ. Et ça m'a permis de tourner. Là, j'ai commencé à tourner tout seul, à pu être le DJ de quelqu'un. Mais quand je tournais, j'étais pas en mode soleil. Bien sûr. Les trucs. C'est-à-dire qu'on m'a donné une scène, on m'a donné un moyen de m'exprimer, tu vois, avec une audience qui connaissait mon nom parce qu'ils m'ont vu dans le collectif Métissé, ou avec plein de trucs que je produisais. Les DJ commencent à jouer mes remixes. Ça m'a aidé de ouf. Et je crois que j'ai eu la chance d'être dans le train où je comprenais les DJ parce que c'était des DJ d'une boîte de province ou c'était des DJ du machin. Et qu'ils me disaient, bon, c'est aussi le gars de collectif Métissé. Donc les DJ jouaient mes remixes quoi qu'il arrive. Et moi, j'avais le mindset de dire, il n'y avait pas beaucoup de gens, même dans les DJ, même dans les gens qui produisaient, il y en avait peut-être peu. Des fois, j'étais même le seul sur un certain créneau à me dire, les gars, je vous fais une intro et je vous fais une outro. Mais parce que les mecs qui faisaient des remixes, c'était pas des DJ. Et je parle pas de remix de trucs urbains. Parce que ça, il y en avait. Moi-même, je les jouais. Mais même moi, des trucs que je récupérais d'un tel ou d'un tel, je les cutais parce que je dis, écoute, moi, dans telle boîte de province, moi, les gars, ils veulent juste un 16 mesures pour mixer le truc. Un 128 BPM parce qu'il faut jouer les trucs de Kinvé, de trucs que je produis. Et qu'en ce moment, les meufs, elles sont à fond sur ça. En ce moment, c'est la vibe de ça. Ça passe en télé, en radio. J'étais en plein dedans, donc j'étais le plus apte à proposer des edits. Et à un moment donné, je suis allé deep dans ce truc-là, je suis allé à fond, j'ai fait des edits de trucs que personne n'a. Tu vois, genre, comme on dit dans le Top Club 40, à un moment, t'étais partout. Mais parce que j'avais compris le truc et que c'était cool, tu vois. Et que j'avais faim et que je faisais que ça. Moi, mon job, c'était la semaine, je taillais des edits, je faisais des remixes. Et j'ai embrassé ce job de DJ producteur. Parce que c'est ça aussi le truc. Ouais. C'est parce que je savais que tous les week-ends, j'avais soit avec le collectif ou soit des fois j'avais des shows tout seul. Et je connaissais par cœur le mindset des clubs de campagne et même des clubs. Par contre, je sais que j'ai fait des trucs dans des grosses villes qui étaient un peu plus snob. Paris, on a toujours considéré Paris comme c'est un autre public, Paris. Sûr. Donc tu peux pas arriver avec tes trucs collectifs métissés à Paris et envoyer ça. Mais c'est pas grave. Moi, ça, je savais faire. Moi, 2004, j'étais déjà dans l'explosion de l'urbain, des machins. Et puis, j'allais à Paris faire les soirées, J-Bus, tout ça, j'ai fait. Toutes ces soirées-là, parce que j'avais mes potes à moi. Il y avait des gars, c'était des DJ. Mais quand ça a commencé à fonctionner, et les mecs, ils savaient que j'étais le producteur, qu'on avait fait Neyman, j'avais quand même plein de petites connexions qui font que j'étais toujours à jour. Ouais, et puis c'est surtout que j'étais flex, tu vois. Donc les gens, quand ils me parlaient de moi, ils pouvaient dire ouais, le gars, c'est un lâche, on l'a perdu dans le collectif métissé. Non. Comme tu as toujours été multi-projet, il n'y a pas de souci. Ils savent que si demain ils me mettaient dans une soirée dancehall, je peux juggle sur le redeem. J'ai les redeems.
T'as le il micro. y a des rythmes où Ouais. j'ai cuté dessus, où il y a ma voix sur des trucs, le drop draw, il y a Yes. sur ce rythme là, il y a un de mes trucs. Cette vidéo est possible grâce à la collaboration avec sonovant.com qui soutient ta chaîne préférée, la chaîne de Hurricanix, et surtout qui soutient la culture du DJing et l'apprentissage. Si tu as besoin de quoi que ce soit en termes de matériel, n'hésite pas à consulter le site sonovant.com ou à aller dans les magasins. Allez, maintenant que tu as fait ton job, on y retourne. Et Collectif Métissé, du coup, ça dure combien de temps jusqu'à que tu... Ouais, bah, jusqu'à ce que je fasse. Je suis vraiment sorti en 2012, 2013 du collectif, tu vois. Vraiment sorti pour faire mes premiers trucs en solo. Avant Ego, j'ai sorti vraiment un premier truc, Tekiro, Yes, bien sûr. qui était signé en maison de disque. En fait, c'était Ouais. mon premier deal en solo, Ok. Tekiro. C'était un deal avec Album. Tu vois, Ok. ils m'ont dit, bon, ce titre-là, c'est un titre d'été. T'avais Je dis, signé ouais, chez mais qui? je dis ça y est, moi j'ai quelques années d'exercice sur ça. Donc je me suis toujours dit, si je sors un titre, c'est pas pour sortir un Bien sûr, titre qui bien sûr, ressemble t'as à Collectif Métissé. Non, je voulais vraiment faire un truc latino, tu vois. Et ce truc-là a cartonné. Enfin, en tout cas, ça a fonctionné. Et j'avais pas encore Ego et j'étais pas encore dans ce mindset de Ego. Quand ils m'ont signé avec Tekiro à l'époque, euh, ils m'ont dit, bon, maintenant, il nous faut un album, gars. Il faut un deuxième single. Nanana. Donc moi, je me suis dit, bon, je vais faire des trucs soleil, mixé latino, bachata et tout, tu vois. Ils t'ont imposé un nombre de titres? On m'a rien imposé. Ok. Parce qu'ils savent que je suis full indé, autonome, et que moi, je suis à la vibe, tu vois. Ouais, ouais. Donc, ils ont vu que j'ai délivré, j'ai mis un truc, c'est rentré sur Énergie, Fun Radio, nanana, j'ai commencé à faire mes plateaux tout seul. C'était vraiment ma première expérience de plateau, artiste solo qui défend son titre solo, signé en maison de disque. Yes, yes. Donc c'est quand même, quand t'es dans un truc artistique, Ouais, c'est quand même très quelque fort, chose. c'est un gros gap, bien sûr. Je crois, franchement, que j'étais peut-être le premier ou peut-être en vrai, ouais, j'étais le premier DJ artiste. En mainstream. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est-à-dire que. Je réfléchis, mais ouais, ouais. Pour donner un exemple, ce que fait Quentin Mosiman, par exemple, parce qu'on est resté amis longtemps et on se machin, lui il suivait un peu ce que je fais, nanana, dans nos conversations, on se dit putain. Où ils sont où les DJ artistes? Vraiment les mecs exposés, tu vois. C'est-à-dire que tu as fait un hit ou tu sors d'un truc et les gens te connaissent comme un artiste, mais ils savent pas que tu es DJ. Bien sûr. Et Quentin, ça a été son truc aussi, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, ils le voient, il a un concept, mais Il a eu deux, trois il est époques, on va obligé dire. de pousser. Il a eu une Ouais. époque où il était obligé de pousser, d'investir sur son image de DJ et dire les gars, je suis DJ, Ouais, bien sûr. je fais des trucs de ouf, tu vois. Et parce que la Moi, Star je sais. Academy lui a servi et desservi en même temps. C'est aussi ça peut être tout un problème. Ouais. Moi, ça a été aussi mon problème dans la suite des événements et justement dans ce qui s'est passé. C'est que tout ce que j'ai pu faire m'a desservi dans ce que je voulais faire en tant que DJ. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, hein, j'ai cette dualité, ce combat entre mon Venom noir qui est DJ, on va dire, et le Venom normal qui est un artiste et qui continue à faire des trucs. Mais à un moment donné, il y a un Venom noir qui parle et dit gars, tous les bails de festival et tout, tu vois. Donc c'est difficile d'imposer une image et de vouloir pousser les deux en même temps. J'ai eu la conversation, alors j'ai oublié son nom, mais c'est un de tes bookers au Moyen-Orient, c'est un Turc. Shadash. Ouais, je l'ai rencontré et il m'expliquait pour toi que c'était difficile pour lui parce c'est difficile pour tout le monde. justement tu as le côté DJ, chanteur C'est difficile pour et, tout le monde. et Moi, mon producteur. booking, c'est une galère. Hein. C'est une galère, mon booking. C'est pour ça que je le gère moi tout seul et que je m'entoure de gens qui me connaissent depuis plus de 10 ans, tu vois, et qu'ils arrivent à peu près à me placer là où ils peuvent me placer. Mais non pas que ça marche pas, mais c'est que... La perception des gens. En fait, si j'étais que un artiste, je pourrais me booker. En vrai. Si j'étais juste Willy William, allez, parce que c'est un peu ce qui me suit à l'étranger quand je suis booké, je pourrais me booker. Et dans ce cas-là, je fais des événements, des private, je fais des trucs comme je fais, hein, des fois ça m'arrive. Mais je casse tellement la tête aux gens que même quand je fais des private, je dis les gars, pour le même tarif,
Des fois, je pourrais même me booker plus cher juste en étant l'artiste, tu vois. Mais ça veut dire que derrière, il faut que je sorte des titres et juste full artiste et que les titres ils aient une certaine direction pour aller plaire ce marché-là ou ce marché-là, tu vois. Mais non, j'ai goûté à être DJ en Asie ou dans plein d'endroits. Donc j'ai dit, c'est pas possible. Et je sais faire ça. J'ai fait des festivals, j'ai fait le festival Ultra l'année dernière. Bien sûr. C'est-à-dire que le mec, en full électro, le boss, non, mais le patron qui gère le Ultra Europe, c'est un gars qui est venu me voir sur une de mes dates où j'étais DJ. Non, ça veut dire que si je m'étais chié sur cette date-là à faire de la merde, il aurait dit non, gars, non, je te mets pas sur une main stage parce que j'ai fait une main stage. C'est-à-dire que après moi, c'était Afrojack. Après, il y a eu d'autres pointures et à la fin, c'est Martin Garrix. Yes, donc j'étais quand même sur les stages ultra, tu vois. Il y a le vendredi, il y a le Résistance. Et moi, c'est la main stage, le samedi, peak time. Même si j'étais dans un créneau où les gens ils arrivaient et que le gars d'avant, qui est aussi un DJ connu, mais lui, il a eu genre l'open, tu vois. Justement, moi, c'était challenge de ouf. C'était challenge de ouf. Ouais, c'est d'ailleurs ma plus grosse peur, mon plus gros coup de stress. Pourtant, je suis pas un mec qui stresse. Je prends tellement les choses en mode. Ça va se passer. Ouais, je m'en fous, tu vois. Mais ça, je sais que c'est important parce que je suis. C'est une grosse carte de visite, bien sûr. C'est le contenant. Le contenu, le content, il est là. En fait, je me considère comme un Steve Aoki. Si tu dois prendre des gros noms de DJ que je connais aussi, que c'est un ami, et je me suis toujours considéré comme lui. C'est-à-dire que. Un ovni, tu veux dire, dans ce sens-là ? Voilà, lui, c'est un ovni. Mais c'est un ovni qui continue à faire des festivals depuis 20 ans et qui était précurseur de plein de trucs. Bon, il a son concept des gâteaux, certes, mais le mec, il est tout le temps sur plein de festivals, et tout le temps, il a des concepts, et c'est un espèce d'énergie gars, tu vois. C'est pas un mec qui est derrière le DJ booth. Non. Lui, il est comme moi, on est pareil, sauf que je garde mon t-shirt, moi, et on monte sur le Practos, et moi, j'ai besoin de... Moi, ça m'arrive partager avec les gens. Moi, si on me dit c'est interdit d'aller dans la foule parce qu'il y a des flammes, des machins... Moi, je vais dans la foule. Moi, à un moment donné, tu me vois pas. J'ai voulu le faire à l'Ultra. Ils m'ont dit, ouais, non. Tout le management m'a dit, n'y pense même pas. Là, si tu sors du truc, c'est pour dire au revoir aux gens. C'est fini. Yes. Mais je suis fou dans ce truc-là. En tout cas, pour en venir à nos moutons, ouais. Je sais même pas, c'était où nos moutons ? Nos moutons, c'était ton essor. Et le fait de pouvoir jouer toi-même tout seul sur les, sur les dates, etc. Je suis sorti vraiment du collectif Métissé pour faire mon truc parce que c'était le moment. Et que j'avais des idées titres et que j'avais des beaux trucs. Tu vois, j'ai commencé à prod des trucs qui étaient sympas et qu'on m'a dit, ouais, là, machin. Et effectivement, j'ai été signé pour ça. Et puis après, quelques mois après mon premier single, Tekiro, je ponds Ego vraiment en accident. Tous mes trucs, c'est des accidents, en vrai. À un point où maintenant, j'attends qu'il m'arrive un accident. Tu vois. Comme le mec, il va pas le provoquer, mais il se dit, bon, si je tombe de l'immeuble, qu'est-ce qui va se passer ? Bien sûr. Vois. Non, que des accidents. Ego, c'était un accident. Et Ego est sur l'album ou... Ego, sur rien du tout. Okay. Ego, je reviens. Ego, je le ponds dans ma tête, je reviens de tourner. Et je conduis parce que je kiffe conduire et je revenais d'une date et j'ai tracé des 6 heures ou 5 heures de route, tu vois, pour rentrer à Montpellier, parce que j'habitais à Montpellier, c'était à l'époque où je fais Ego. Parce que je suis arrivé dans une ville, j'ai déménagé de ma petite ville du Mans pour aller dans une ville où on me dit il y a des DJ à Montpellier. On m'a dit viens à Montpellier, il y a des DJ. Il y avait DJ Benz à l'époque. Et puis moi j'étais en observateur, tu vois, j'avais fait mes trucs, mais mes trucs un peu soleil et tout, c'était pas l'ambiance de Montpellier, tu vois. Montpellier, il y a beaucoup d'Antillais en plus. Ouais, c'était dans les carnavals de trucs, carnaval de Toulouse, carnaval de Montpellier. Moi j'étais vraiment venu, j'avais déménagé à Montpellier pour me donner une chance, justement, musicalement et d'embrasser toute cette mouvance de DJ, de trucs clubbing, mais un peu plus dans le sud, tu vois, ce qu'ils avaient à machin, et puis j'avais envie de bouger dans le sud, tu vois. Donc on m'a dit, ouais, Montpellier, tu vas voir, il y a des DJ, il y a plein de gars, ils vont te mettre en connexion, mais pas pour rencontrer des gens pour ma prod, pour rencontrer des gens pour cette vibe-là. Parce que moi j'avais déjà mes bails, j'étais signé, et puis je suis arrivé en mode, il y avait des gens qui me connaissaient, mais
Ouais, je suis arrivé en boîte, les soirées de bench, j'étais là. Et puis il a dit, ouais, des gens qui m'introduisaient pour moi, ils m'ont dit, ah, il y a Willy William, tu connais pas. Yes. Un membre du collectif métissé, machin. Des fois, il fallait dire ça, des fois, il fallait pas dire ça. Ouais, Tu vois. bien sûr, en fonction de qui t'avais. Mais je m'en foutais, tu vois. Je voulais Yes, pas yes. être dans les ambiances. Hein. Et puis, ouais, et puis je prends Ego et ça a changé la donne sur beaucoup de choses. Parce qu'à partir de Et là, Ego passe en international direct? ça a mis du temps. Ça a mis du temps aussi un peu en France. Ça a pris je suis rentré vraiment dans la mécanique de promo que je connaissais déjà. J'avais déjà un background cool et assez confortable Pousser tes titres? non, pour embrasser tout ça, pour apprécier tout ça et de doser les trucs et d'être maître aussi de mon bateau. Parce que je connais tout ça. Je sais que quand la machine elle s'emballe, t'as la main sur rien du tout. Ouais. Et à l'époque, on parle d'album, donc ça veut dire qu'il faut poser des titres sur la table. La maison de disques commençait à me shaper un peu, tu vois, me définir une image, rentrer un peu dans tous ces trucs-là. J'ai dit, les gars, moi, je sais déjà tout ça. Moi, ça m'a donné de la force, toute mon expérience d'avant, collectif métissé, tout ça. Je connais, j'ai fait des plateaux télé, j'ai fait des TF1, j'ai fait des trucs Tu sais comment te comporter, j'ai fait des tu sais trucs comment que peut-être faut... d'autres artistes n'ont jamais fait, ne feront jamais, parce qu'ils ont un univers qui rentre pas dans ça. Mais moi, j'ai fait tout ça. Et je suis arrivé à un point où je suis capable de gérer tout ça pour moi, et je sais où je veux aller. On m'a toujours dit, tiens, si demain tu as un titre, si tu es signé en maison de disque, tiens, travaille avec cette personne-là pour les télés, machin, tout ça. Donc je suis rentré dans tout ce truc-là. Et puis j'ai embrassé tout ça serein. Et puis Ego a commencé à vraiment exploser. Et j'ai commencé à écrire l'album dans la foulée. En fait, je suis allé très vite dans toute cette année 2015, fin 2015. C'est allé super vite. Mais je crois que c'était quand je réfléchis à tout ce qui a pu aller vite, moi, musicalement, dans ma carrière, entre guillemets, je pense que ces 6 derniers mois de 2015, il y a eu trop de choses qui sont allées en même temps. Et ça allait trop, c'était trop n'importe quoi. En surproductivité. De tout était en sur-machin, tu vois. Surenchère, sur-truc. Parce que j'ai délivré un album en 3 mois, 2-3 mois, où j'ai tout fait tout seul. Et je suis allé chercher des collabs qui étaient plus faciles à avoir, que je voulais, mais c'était des collabs random. Quand je dis random, c'est... Même quand j'y pense maintenant avec le truc, mais pourquoi? Et les gens, des fois, me disaient, pourquoi Willy Denzé? Alors que tu peux, tu vois, t'as un titre qui est sur énergie, 12 fois jour, ça veut dire que 12 fois jour, c'est le maximum de quota qu'un titre peut avoir, genre Gims. Ouais. Et à cette époque-là, c'est pour ça que je te dis fin 2015, j'étais... le seul moi et Gims, on était les seuls artistes à avoir 2 titres en radio 12 à fois 12 fois jour. C'est-à-dire que moi, j'avais Tekiro qui était hors sujet avec Ego, mais ils ont commencé à le pousser parce que il y avait un soudain engouement sur le truc, donc ils l'ont mis. Et comme Ego venait juste de rentrer, ils m'ont mis Ego. Donc je me souviens parce que c'est vraiment ma meilleure performance. Et même la maison de disques, ils étaient comme des ouf. Pourtant, ils avaient des artistes, tu vois. Il y avait Zaz à cette époque-là aussi. Et il y avait les groupes d'enfants, je sais plus c'était quoi leur truc. Il y avait un groupe d'enfants que ça cartonnait, une espèce de chorale d'enfants qui reprenait des gros titres. Et puis ils les ont envoyés en tournée, tu vois. Donc on était les 3 gros artistes et tout le monde était à fond, tu vois. Sauf que moi, je maîtrisais ma barque parce que je voulais aller là. Je dis, les gars, voilà, 2e single, ce serait bien que ça soit ça. Je vous mets l'album sur la table. J'aurais mis un album avec un storytelling. Parce que moi, dans ma tête, j'ai grandi avec des albums de storytelling. Je me suis dit, si demain, j'ai la chance de faire un album, ce que je veux et qu'on me le produise, je veux un storytelling. Intro, outro. Bon, je suis pas rentré dans l'intro, outro, mais j'ai mis une histoire. C'est-à-dire que quand tu écoutes l'album, au jour d'aujourd'hui, quand tu écoutes l'album, même des fois, je me le réécoute par nostalgie. Je me dis, putain, j'ai vraiment été dans un pic de productivité de ouf, tu vois, en 3 mois. Et aller chercher des Jimmy Sissoko qui est sur l'album. On s'est fait un reggae en mode dubstep, tu vois, des trucs barrés, hein, mais ça tient la route en morceaux radio, tu vois. Et ouais, jusqu'à fin 2015, j'étais dans des trucs de ouf. Et ça a commencé à prendre à l'étranger fin 2015 parce que j'ai eu une invitation à aller chanter devant le pape, Ego. Un truc de malade que j'ai refusé.
Ah, ok. que j'ai refusé. Ça a été À cause. ça, c'était mon moment. Ça a été mon moment où, tu sais, où tu gardes toute cette haine de rage de tous les gens qui t'ont fait des coups de ouf, tu vois, pendant toute ta carrière. À un moment donné, on te met un truc sur la table, tu dis non. Ça m'intéresse pas. Je kiffe le pape, mais j'ai déjà vu. J'ai eu une expérience déjà quand j'étais petit, où j'ai été avec l'école, on allait voir le pape Jean-Paul II en plus, Bien tu sûr. vois, à l'époque. Mais là, j'ai dit non. Et je savais pourquoi j'ai dit non, parce que je voulais pas être associé à un mouvement culturel ou à un événement culturel. Qui va te marquer tout le C'était temps. pas un et qui truc, va... ouais. c'était chanté devant le pape, c'était pour les messes de Noël, c'était retransmis à la télé, nanana, et c'était, voilà. Mais cet événement-là, il n'est pas arrivé parce que Ego était numéro 1 en Italie. Ego était numéro 1 en Italie, clairement, à ce moment-là, à cette époque-là. Il y avait 2 chansons. Il y avait moi et il y avait Gims. Et je me souviens parce qu'on était les 2 titres francophones être en Europe, dans les charts et dans les trucs, tu vois. Et surtout numéro 1 en Italie, quoi. Mais ouais, le pape et le festival de San Remo, qui est en Italie, qui est un truc super hype. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'artistes français. En général, c'est variété et tout. À rentrer dans ce truc-là et à se produire en live. Et c'était la première fois où je fais Ego avec un orchestre derrière, Ok. à San Là, t'y Remo. vas. Ouais. C'est pas un festival, ils appellent ça le festival de San Remo, mais en fait, c'est le plus gros événement télévisé de l'année en Italie. C'est là où ils font les plus grosses audiences, et t'as les plus gros artistes qui font leurs titres, les Pavarotti, Eros Ramazzotti, stars, tous les bien sûr, gros bien sûr. artistes qui sont dans ce truc-là. Et moi, j'étais là, dans ce truc-là, vraiment random. En plus, je te dis, à chaque fois, je suis là en mode random. C'est-à-dire que je suis là, on sait pas pourquoi je suis là. Et les gens n'ont pas le visuel de moi qui chante Ego. Même avec le clip Ça et a tout commencé à ce moment-là, le problème de l'image. C'est que ça a été compliqué de vraiment capitaliser sur ce truc-là et de travailler ce truc-là, parce que c'était encore un peu confus. Le clip, après, il a commencé à prendre de ouf, et c'est là où ça a commencé à me donner une image du black avec son chapeau. Yes. Et c'est cette image-là qui, à l'étranger, a voyagé et qui m'a plus mis en avant qu'en France. Yes. Tu vois, parce qu'en France, il faut faire plus de télé, chose que j'ai pas faite après à cette époque-là. Et alors que à l'étranger, je faisais tous les gros événements télévisés, genre la Star Academy, l'équivalent. En Roumanie, j'ai fait des primes de... C'est volontaire que tu veux pas le faire en Non, France je ou pense c'est que le timing c'est la mentalité, c'est eux qui t'ont pas appelé francophone. Ouais, c'est vraiment la mentalité française sur les artistes qui réussissent à l'étranger. Je l'ai compris tard, mais j'étais tellement dans le truc à profiter de ce qui se passe et des opportunités que l'étranger Ouais, me t'as pas donnait. regardé ce qui se passait en France, ou en tout cas t'as pas Non, boudé. je trouvais toujours dommage de pas me donner cette crédit. audience-là. Tu vois, comme le titre Ego, il a quand même... la France était peut-être... ça a mis 6 mois avant d'avoir une reconnaissance d'être platine, par exemple. Mais le premier pays où j'ai été platine, genre en fulgurance, je sais même pas si ça se dit, c'est l'Italie. Ok. Genre, le titre, il est sorti. Un mois après, le truc était déjà platine. Et peut-être 2-3 mois après, c'était double platine en Italie. Yes. Et les Pays-Bas, ça a été le deuxième pays où ils m'ont mis double platine tout de suite. Ils n'ont pas attendu de platine. Parce que je sais, quand j'ai reçu les plaques, il était double platine direct. Et pareil, comment c'est possible de faire, avant même que la France commence à me donner du crédit pour faire des choses en télé ou machin, commencer à faire des plateaux, s'asseoir en plateau et dire oui, nanana, et qui me disent ah, vous êtes l'artiste français qui cartonne à l'étranger. Bah, avant qu'on parle comme ça et qu'on me donne ce crédit-là, pendant 2-3 mois, j'ai quand même été dans d'autres plateaux en Italie, de plein de trucs télé pop, j'ai pop culture, où j'ai été invité parce que le titre il était double platine et parce que les gens ils étaient en mode allez contents de te et qui chantaient, recevoir, qui chantaient. Je suis allé en Albanie avec ma guitare, j'ai fait une version acoustique de Ego. Et en France, à aucun moment donné, ils m'ont demandé ils se sont intéressés de savoir si j'étais assis là-bas. Là, ils m'ont dit, t'es musicien, non? On a vu dans un truc que t'étais musicien. J'ai dit, oui, je joue de la guitare et tout. Il serait bien que tu fasses. Ah, mais alors là, mais c'est la première fois qu'on me demande à moi de venir faire un guitare-voix. J'ai dit, mais c'est le meilleur truc que vous pouvez demander à un guitariste ou un musicien.
Mais les autres trucs, tu vois, les autres endroits, en tout cas en France, on m'a jamais donné ça. Toujours le problème. Écoute, c'est comme ça. Et je pense que je me bats avec ça, même en étant DJ et artiste, ça reflète bien le truc, tu vois, parce que les gens, ils ne savent pas si tu... Tu penses qu'ils sont frileux? C'est quoi? C'est de l'attente? C'est de justement préférer que tu pètes ailleurs pour dire en fait on va le faire après? En fait, c'est culturel. C'est culturel. Les autres pays n'ont pas ce truc de montrer patte blanche avant d'écouter ou avant d'apprécier un truc. La France, ça a toujours été dans ce truc-là. Bien Il sûr. faut être de monsieur ou madame 2, Ouais. par exemple, pour avoir un maximum de crédit, ou faut avoir eu... en fait, il faut faire tes preuves parce que c'est culturel, ça fait partie du savoir-faire français, c'est la Faut être dedans. fashion week. Bien sûr, bien C'est sûr. ça, tu vois. Faut être dans les papiers, etc., etc. Et donc, culturellement, enfin, en tout cas, musicalement, ça a toujours été ce truc-là. Et c'est comme, tu sais, des gros artistes qui sont maintenant des panthéons de la chanson française. On leur a craché dessus. Hein. Jean-Jacques Goldman, il s'est passé un long moment avant que les gens acceptent sa voix et son machin, mais il a fallu qu'il aille chercher sa hype et qu'il a fallu qu'il se batte et qu'il a fallu qu'il écrive des hits pour Céline Dion pour que les gens se disent ah bon, on va aller réécouter la discographie de Jean-Jacques Goldman et se rendre compte qu'il y avait un groupe avant, tu vois. Ça a été ça pour tout le monde. Gainsbourg, c'est pas aujourd'hui. Hein. Vanessa Paradis, tu vois. Je peux t'en donner des millions d'exemples comme ça. Et la France, ça a toujours été ça. Le vin qu'il faut qu'il y ait. Et ça a toujours été comme ça. Donc il faut, voilà. Gims, ils l'ont pas accepté tout de suite. Il a fallu qu'ils mettent sur la table hit sur hit et qu'ils se rendent compte qu'à un moment donné, ça va les gars, je vais vous mettre 10 bangers sur la table. À un moment donné, allez, donnez-moi votre Star Academy ou donnez-moi votre plateau. Bien sûr. Ils lui ont donné tard, hein, le plateau où il a fait un voix, guitare-voix. Je te parle de ça, c'était il y a peut-être avant le Covid ou peu, tu vois, il y a quelques années, où ils se sont rendus compte que... il peut aller partout, bien sûr. Ils ont vu, le mec, il a fait pleurer des chaumières sur un plateau de je sais plus, c'était un truc de Drucker, je sais plus. Le Pavarotti, tout ça, où il a sorti un truc. Et c'est là où les gens, ils ont commencé à se rendre compte que, éventuellement, lui, on peut le mettre dans nos trucs de variété. On peut l'accepter. Donc, non, tu peux pas, nul n'est, comment on dit, nul n'est... prophète dans son pays. Exactement. Et alors, Mirante arrive comment? C'est quoi le truc? Raconte tout l'accident. Accident sur accident. Non, Mirante arrive, je sais même pas. Est-ce que c'est quoi? C'est la prod qui est là depuis dans longtemps, qui traîne? Non, franchement, la prod, elle arrive en accident de compo. Où à la base, je cherchais des sons, mais pour un autre son. Pour un autre projet une autre démo sur laquelle j'étais en train de taffer qui avait rien à voir avec le truc. Et c'est en fouillant des sons que je tombe sur un VST que j'avais acheté et que j'avais mis de côté. Comme tous les gens à cette époque-là qui avaient acheté ce VST, qui l'ont mis de côté, il n'y a jamais eu de vidéo de Exhale. Okay. Il n'y a jamais eu de vidéo machin. Moi-même, j'ai cherché des vidéos quand j'avais acheté ce truc-là. Il était pas dans le néant, mais ils avaient un beau truc. Mais ils n'avaient pas le budget commercial pour le push de ouf. Franchement, ouais. Moi, je l'avais acheté parce que j'étais un ouf de plugin, mais j'achetais tout et n'importe quoi. Et j'avais les moyens, et je partais jamais dans le flex, tu vois. Je pouvais avoir le flex, tu vois. La SAP, tout. Non, parce que j'étais dans ma compo, dans un album, je sortais d'une expérience avec Ego et compagnie qui m'a mis bien. Tu vois, je suis allé dans plein de pays, j'avais du booking, j'étais bien, tu vois. Yes. Et donc, j'étais dans cette dynamique-là de faire un deuxième album avec des trucs français, un peu dans la vibe d'Ego, mais avec du club. Ouais. Et c'est par accident que je tombe sur Exhale, et c'est par accident que je tombe sur cette séquence avec Exhale, et que je me suis dit, non, il faut un autre beat que ce que je suis en train de travailler. Donc, je ferme la session, qu'au final, cette session-là, je l'ai mise à la poubelle. J'ai jamais retourné sur cette session-là. Et je fais un truc en speed qui s'avère être le truc final de Mirante. Avec cette séquence-là que je fais sur Exhale. Et ma femme est venue et a été le truc décisif de plein d'un moment donné où j'étais perdu à rajouter plein d'éléments
Parce que je me dis, non, c'est trop cheap, juste le beat ouais. avec le. Pour moi, ça sonnait encore. Tu vois, il fallait rajouter. Donc, je rajoutais des trucs. Et elle m'a dit, non, non, franchement, laisse le beat comme ça. C'est une dinguerie. Nanana, Ça tombe tout seul. ouais. Ma femme, elle a dit, ça, c'est juste. Le son, ça, c'est comme ça. C'est juste ça. Sors-le comme ça. Et je dis, ok. Le sortir, non. Mais j'ai dit, vas-y, je vais partir avec juste mettre ce truc-là. Et. La collection, comment tout se passe? Non, en fait, dans la chrono, parce que c'est difficile de remonter la chronologie du truc, j'écris quand même quelque chose, tu vois. Je mets mon vocal sur ce qui va être le machin, et je me mets dans un concept de la danse du poulet. Ok. Booste tes épaules comme un poulet, nanana, je suis dans toute cette vibe-là, tu vois. Donc j'écris, faut bouger la tête. Parce que moi j'étais vraiment quand j'écoutais le son, en fait j'étais parti du principe que quand j'écoute juste l'instru, tu vois, et je dis vas-y, la danse le chicken head, tu vois, je pense, je gratte un truc dans ça et je mets déjà tout ce qui va être plus ou moins repris après par la suite de machin. Et le faut bouger la tête, j'ai mis tout ça, j'ai posé les fondations. Je pars à Miami dans un trip de faire des vidéos et de faire un truc pour un autre single où on me demande, avec la maison de disque, où on me demande de faire du contenu pour créer une vidéo et de faire un clip. Et c'était un son avec Vita en plus de l'album. Tu vois. Donc je fais mon trip on part 2-3 semaines je crois à Miami, on fait du flex, que du flex. Jet ski, le gars il me filme, j'avais la un villa. gars à la cam. Ouais, flex pour la vidéo. Et on va pour rentrer à Paris, on loupe notre vol. Dans toute notre flex, on loupe le vol. Un truc de ouf. Et franchement, c'est ce moment-là qui est décisif de tous les trucs. C'est ce moment-là qui va changer beaucoup de choses par la suite. Parce que c'est à ce moment-là où on rentre à l'hôtel comme des perdants d'une Coupe du Monde. À se dire, bon, on repart le lendemain, tu vois. Et à l'hôtel, je me dis, putain, à l'époque, c'est Facebook, il n'y avait pas Instagram. 2016, Instagram, c'était encore trop. Juste des photos. Ouais, même. Il n'y a pas de. Nous, des francophones, il y a des Européens, il n'y a personne qui veut. Ils ne savent pas. C'est quoi ça, tu vois. C'est Facebook. Ouais. Tu mets ton argent de promo, c'est sur Facebook. À l'époque, c'était. Tu vois. Et moi, sur mon Facebook, qui était déjà cool avec Ego et machin, j'avais des 300, 400K, tu vois, déjà sur ma page Facebook, tu vois. Et sur Facebook, je mets une vidéo, je fais un petit montage vite fait sur Final Cut. Et je mets un petit montage de 10 secondes d'une vidéo que je récupère d'un poulet qui danse pour Thanksgiving. D'une vidéo qui avait peut-être 1000 ou 2000 vues sur YouTube, d'un mec qui met un son de Missy Elliott et le poulet il danse. En fait, c'est un poulet qui danse avant de finir dans le four. J'avoue, la vidéo, elle est dark quand même, parce que la fin, elle est... tu vois, en fait, c'est pour Thanksgiving. Mais c'était bien pensé. Donc, le mec, il a fait une animation du poulet qui danse, qui n'a pas de tête. C'est un poulet, c'est le turkey, tu vois, et qui fait le turkey dance, tu vois. Et j'ai vu ça, j'ai fait non, mais c'est pas possible. Parce que je tombe vraiment random sur le truc. Hein. Je regarde des vidéos de chats, de trucs, mais je cherche pas à faire un montage. Je tombe sur sa vidéo du truc qui danse pour le Thanksgiving, parce que c'était un peu la période, tu vois, c'était la sortie de... Et dans ma tête, j'étais direct, j'ai fait waouh, dinguerie. J'avais le truc de... avec le... Je fais mon montage, même le montage, même dans la synchro, le montage, il est évident. J'avais pas besoin de speed up la vidéo, rien. Ah, ça rend parfait. Gars, quand je te dis que le timing, c'est ça, c'est un truc, c'est l'univers qui travaille. Là, tu vois on n'y croit pas, mais je te jure que je fais mon petit montage et je le poste le lendemain qu'on quitte l'hôtel et qu'on prend l'avion. Parce que toute la nuit, j'étais à fond sur ce truc-là. Et je me dis, putain, 10 secondes juste. Et le truc, j'ai dit, putain, ça sur mon Facebook, ça va être bien pour faire un petit truc d'appel, tu vois, sur ce son-là, tu vois. Je mets le truc et je te jure, à partir de là, il se passe une dinguerie. On quitte l'hôtel la journée, le lendemain. On prend l'avion. Je recheck, donc j'envoie mon truc et après on est dans les trucs, parce qu'on était dans l'orage de pas louper celui-là. Après c'est die, tu vois. Et donc je poste mon truc et je percute pas après. Je fais mon Facebook, on fait les trucs, on prend l'avion. Je te jure, le lendemain quand on atterrit à Paris, il s'est passé tout ce... c'est quoi, c'est Miami, c'est 6h, 8h, tu vois. Ouais. Le lendemain, il s'est passé un truc de malade.
ma vidéo, elle était dans le top 5 des vidéos les plus regardées de Facebook. Et c'est véridique, hein, parce que j'ai des captures d'écran pour Bien sûr, oublie j'utilise pas, jusqu'au bien jour sûr. d'aujourd'hui. C'est les captures que j'utilise dans les interviews. Parce que c'est le seul truc qui montre, ouais, bien illustre ce qui s'est passé à l'époque. Il y avait Justin Bieber qui avait une vidéo de son... Putain, qu'est-ce qui sortait à l'époque? Il avait un truc... il était dans son album, justement, c'était 2016, donc il était dans son peak time, lui aussi. Et il avait une vidéo. Et j'étais dans le top 5, moi, dans ces vidéos. Beyoncé, Bieber, et il y avait ma vidéo du poulet qui danse, s'il te plaît, dans ce truc-là. Et je comprenais pas ce qui se passait parce que quand j'ai regardé mon truc, je vois des, et j'avais pas payé ce post-là, tu vois. J'ai posté ce truc-là, et j'avais prévu de le faire. Je me suis dit, je vais. Après, tranquille, ouais. Ouais, Pas d'urgence. au calme. Juste, je le mets, je vois déjà ce qui se passe, et après, s'il faut mettre un peu d'argent pour la promo, franchement, parce que sur la capture, il y a écrit truc organique, tu vois. Il y a pas écrit truc rémunéré. Donc c'est pour ça que la capture, elle est Ouais, encore ouais. plus magique, tu vois. Et je te jure, je commençais à avoir des 60 000 likes. Truc, à l'époque, c'était t'as 1000 likes, 5000, 10 000. Ouais, bien sûr. C'est Facebook, tu vois, c'est pas Insta. Ouais, bien sûr. Je vois des 60 000 likes, je vois des 15 000 repartages, je vois des commentaires à tire-larigot en japonais, en machin. Je comprenais pas. Je dis, c'est pas possible, il y a un bug, il se passe quelque chose. Et je te jure, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un bad buzz et il y a eu un buzz de médias. En fait, tous les médias Facebook ont relayé la vidéo, comme ce qui se faisait à l'époque sur YouTube. Ils ont tous les médias ont repris les trucs. Des gros médias qui avaient déjà des machins, ils ont repris le bien truc. sûr. Ça a fait un mème. En fait, ça s'est transformé. Mon truc s'est transformé en mème. En fait, Le c'est gars a ce qui s'est inventé passé. TikTok avant l'heure. Et c'est ça. Et le truc, la force du mème sur Facebook a déjà, à cette époque-là, qui était déjà dans la fin un peu de l'ère des mèmes. Mais quand tu as un mème avec un son que les gens. En fait, tous les gens se demandaient c'est quoi ce son-là. Les gens ont chasamé les machins. Ils ont essayé. Et tout le monde se demandait c'est quoi ce son-là, c'est quoi ces 10 secondes de trucs trop chelous qui part avec un beat de reggaeton, qu'à l'époque, il n'y avait pas encore tout ce truc-là, reggaeton. C'était des Le drums classique. classiques Ouais, bien sûr, ouais. de reggaeton que faisait Daddy Yankee. Ouais, le rhythm classique. Que même, comment il s'appelle, même Balvin avait encore des trucs un peu reggaeton, mais c'était du reggaeton de 80 BPM. Tu vois, c'était des trucs Ouais, de... ouais. C'est son 6am, c'est tous Ouais, ces ouais, parce qu'il trucs-là. était plus urbain, urbano à l'époque. Il n'y avait pas d'Espacito encore, tu vois. C'était pas si je crois que Despacito était était dans son explosion, je sais pas. Si, ça doit être en 2016, ouais, de 2016, ouais. Despacito. Mais dinguerie de chez dinguerie, et en fait tellement dinguerie que dans la journée où je suis rentré à Paris et que j'expliquais au label, à tous les gens, il se passe un truc de fou, nanana, mon Facebook, mon compte a shut down. Ils ont shut down mon compte parce que ils ont. C'est la page ou le profil perso? Bah, ma page était profil perso Ah en ouais, fait, à l'époque. tu faisais tout. C'était Les deux, ok. tu vois, tu fais basculer ton truc et ça devient Ouais, bien sûr. ta page, tu vois. Il y avait l'option, tu vois. Ouais. Et ils ont shut down mon truc parce que il y avait trop d'afflux et qu'ils ont estimé que il y avait une arnaque et que c'était un scam de ouf, tu vois. Parce que mon truc, en fait, il y avait dans les statistiques, c'est monté d'un coup comme ça, avec plein de pays, plein de machins. Ils ont shut down pour des raisons et j'ai reçu un mail qui n'était pas un mail de trucs communautaires, qui était un truc un peu plus perso, tu vois. Je sentais que le mail, il était dû à ma situation. Ils ont fait un cas par cas, et que dans le cas par cas, il a fallu que je justifie la provenance de la vidéo, il a fallu que je justifie la provenance du son pour débloquer mon accès à mon truc, parce que j'avais un badge, moi, à l'époque, sur ma page, et c'était mon truc. Ils ont vu que c'était des machins, donc il a fallu que je rentre dans une procédure, nanana. Heureusement que j'avais un label et que le label a poussé le truc pour qu'il me débloque mon machin. Mais quand ils m'ont redébloqué, le problème c'est que c'était trop tard, c'est les médias qui ont relié les trucs, et c'était la course aux médias qui avait le plus qui avait le plus de communauté, qui ont relayé cette vidéo du poulet qui danse. Mais personne n'a mis une musique par-dessus ma musique. En fait, c'est là où c'est cool, parce que des fois quand tu fais un même à l'époque, tu mets ton truc, et moi je le fais encore au jour d'aujourd'hui. Bien sûr. Une vidéo de chat, je mets mon son, et c'est mon son pour la promo qui sort, tu vois. Mais ils ont gardé les 10 secondes, et c'est ça qui en fait, c'est ça. Est-ce que tu avais les crédits? T'étais tagué? Non, parce que c'était juste leur partage. Non, en fait, le seul truc qui m'a sauvé, c'est mon hashtag que j'ai mis, et que c'est aussi ce que j'ai mis dans mon vieux montage de vidéo de Final Cut, c'est que j'ai mis Voodoo Dance.
Ah, yes. Vodou Song, Vodou Dance. Donc il y a au début Vodou Song, Vodou Dance, et c'est ça que les gens ont identifié. Moi j'avais mis, il n'y avait pas d'hashtag à l'époque comme tu mettais des Ouais, hashtags, bien sûr. mais j'avais mis, ou je sais plus c'était quoi le truc, mais j'ai mis justement Vodou Song, Vodou Dance. Et ils ont repris ce truc-là, et c'est ce truc-là qui a été viral. Et c'est ça qui a aidé après quand le truc est sorti, tu vois. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a analysé le truc avec le label, parce que entre-temps j'ai switché de label, parce que le label que j'avais avant avec qui j'ai fait Ego, ils y croyaient pas au vaudou. C'est ça qui était ouf d'ailleurs. On me suis retrouvé à faire une session d'écoute avec des nouveaux morceaux que j'ai pondus, et dans ces nouveaux morceaux-là, il y a vaudou. Et ça, c'est vraiment quand je suis revenu à Miami et qu'il y a eu toute une hype autour du truc et tout. Je dis voilà. C'est pas la vision. Et là, on re-signe pour l'album ou on re-signe pas. Je fais écouter le truc de faut bouger la tête et tout. Je fais écouter les autres trucs et personne bronche. Genre, ils ont pas ma vision en fait. Ils ont pas ma vision. Je dis, je suis désolé, je vais arrêter avec vous. On dit non, tu peux pas faire ça et tout. Non. Je dis non. Vous vous rendez pas compte de ce qui se passe là? C'est pas possible. Ah ouais, toi t'es dans ton truc, quand tu dis que tu sais que ça pète. Mais moi dans ma tête, il me fallait un latino où j'étais déjà en train de viser un international direct. Mais il y avait pas de. J'étais pas en mode il me fallait J Balvin parce que j'avais pas la pensée jusqu'à J Balvin. J'avais la pensée il y avait Despacito. Moi je rêvais parce que pour moi j'allais me dire que ça allait être accessible. Moi je rêvais d'avoir d'autres artistes latinos que je connaissais à l'époque. Mais pas ouais, bien sûr. tu vois, par exemple. Ouais. Ou pas, comment il s'appelle, pas Louis Fancy. Yes. Pas ces gars-là. Je me suis dit, si j'arrive à avoir un Juan, Iglesias, tu vois, bien par sûr. exemple, Enrique Iglesias, qui était aussi dans un... Je prends, tu vois. Et il me fallait un label pour me mettre dans cette Bien boucle-là. sûr. Donc le label avec qui j'ai signé après, Scorpio Music, eux, ils avaient ma vision directe. Et eux, c'était en mode, waouh, dinguerie, nanana. Viens, on sort déjà le morceau comme ça et après on voit ce qui se passe. On sort ton Vodou Dance, Vodou Song, parce que c'est ce qui. Ouais. C'est la trend, elle est encore là. Bien sûr. On fait un clip, on met ça là, c'est dans le temps, c'est quelque part, c'est déjà là. S'il se passe quoi que ce soit, c'est déjà là. Et justement, le fait, ce mindset d'avoir fait ça a aussi, par la suite, ça a sauvé beaucoup de choses. et ça a permis aussi de shaper un peu l'image, la mienne, dans ce qui allait se passer par la suite. Parce que justement d'avoir fait ça, ce qui s'est passé, c'est que Balvin est tombé sur la vidéo du poulet. On a des contacts qui ont mis son management et notre management en contact pour dire écoute, il y a un son, nanana. C'est aussi le buzz qu'il y a eu sur le poulet, c'est ce son-là. Sauf que le gars, il a sorti ce son-là tout seul, il a fait son truc, c'est en français. Il y a des hooks de ouf déjà, il faut bouger la tête, nanana. Hein. Et Balvin, ce qu'il fait, il prend l'instru, il loupe l'instru, il fait lui à l'époque il est allé au culot. Il fait un live à Medellin et il fait un freestyle avec tous ses fans qui sont là sur le live, toute sa commu. Et c'est la première fois que j'entends moi le vaudou avec Balvin qui fait son machin. Des gens qui me disent waouh, tout le monde me sonne dans tous les sens, me dit gars, faut que tu ailles voir ce live là. Il y a Balvin qui a juste transformé ton truc vaudou machin en instru. Il est en train de rapper dessus. Le mec il fait un freestyle. En live, en direct. Incroyable. Et moi, je vois la vidéo, on m'envoie le lien, je vois sur son... il n'y a pas Instagram encore, c'est encore vraiment Facebook. Et les lives Facebook, c'est une dinguerie. Ouais. C'est parce que c'est l'ère du live. Ouais, c'est la seule tribune où tu fais un live. C'est même pas YouTube, ouais. c'est Facebook. Tu vois. C'est le seul réseau social où tu peux faire un live. Et son live, mec, il est en train de... Tu vois, en plus, il est vraiment à la cool. Et il y a l'instru, il dit Willy William. Le mec il est en train de faire son truc et moi j'ai dit c'est une dinguerie. Ce qu'il est en train de faire, c'est une dinguerie. Et ça, à partir de là, c'est allé super vite parce que ça a été viral. Ouais, bien sûr. Ça a été viral pour les gens parce que tout le monde était en train de se demander c'est quoi cet instru de dingue. Et du coup, tout est allé vite. Tout est allé vite. Je suis allé à Miami, du coup, encore, avec Balvin cette fois-ci. Yes. Je le rencontre. Et dans la foulée, sur les 2 jours, on tourne le clip. Et la veille, je repose mon truc. Et c'est surtout que je pose ma partie en espagnol. Moi, j'étais vraiment frileux avec l'espagnol. Et je savais, j'avais fait des trucs, tu vois. Mais c'est la première fois c'est ma première expérience avec Balvin dans le studio. Qui me donne des instructions. Ouais, fais ci, ça, comme ça.
Et même, il m'a dit, ouais, tu devrais le laisser ton. C'est comme si, c'est comme ça, tu devrais mettre des trucs en français. Parce que moi, dans ma tête, j'ai dit, je veux faire du full Spanish, ouais. tu vois. Il m'a dit, non, justement, le kiff, c'est que tu laisses des mots un peu en français. Chalalala, il faut bouger la tête. Ouais. Vas-y, je vais le refaire. Donde está mi gente? Et puis, il m'a dit, toi, tu réponds ça. Et après, le c'est, il faut absolument que tu mettes ça. Lui, il avait déjà la vision de la International, structure. ouais, bien sûr, Et il m'a du dit, pont. moi, je voulais faire ça en refrain. Il m'a dit, non, man, t'es fou, t'es crazy, loco, non, faut pas le refrain, laisse les gens kiffer l'instru. L'instru, il faut que les gens ils la laissent kiffer. Et moi, j'ai pris une claque, même en tant que DJ, j'ai l'habitude de faire des edits, des machins, et je voulais un refrain chanté avec il faut bouger la tête. Il m'a dit, non, gars, laisse juste les gens kiffer, on met rien dans le truc. Chaque refrain, il faut que ça soit un drop. Il m'a dit, le drop, c'est juste l'instru. Il m'a dit, fais ça comme ça. Mais crois-moi, si on fait ça comme ça, tu vas voir. Les gens, ils vont kiffer cette partie-là parce que c'est là où, bam, le truc. Et franchement, même là, avec le recul, je me dis, putain, La le vision. mec, il avait une vision Les titres finis. de l'espace. Parce que même par la suite, quand Beyoncé est venue faire la session, T'as vu Beyoncé? elle s'est intégrée. Non, j'ai pas eu cette chance. Ah, Et en plus, le projet a été vraiment tenu secret. ok. Ça a été un truc de ouf. Il y a un des gars de la team de Balvin qui a pris un private jet pour venir écouter la version pour qu'il n'y ait vraiment pas de fuite dans les bureaux de Roc Nation, pour écouter le truc et valider le truc et dire. Voilà. Ok. Et dans le contrat que j'ai signé, en plus, dans le contrat que j'ai signé, j'avais le choix de refuser la version, de dire non, les gars, ça, je veux pas de feat avec Beyoncé. Parce qu'on me l'a précisé, mais en rigolant. Qui va mettre cette clause? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi vous allez mettre laisse-moi juste gommer ça et mettre du Tipex sur ça? Ouais. Mais on m'a dit, c'est là où t'as ton pouvoir de ce que tu peux faire, il arrive à ce stade-là. C'est-à-dire que tu peux dire non, refuser, tu vois. Et c'est là où je me dis, c'est cool parce que ça veut dire que j'ai la main un peu sur ton titre à toi. Sur ce truc-là. Sur un truc comme ça, de cette envergure-là. C'est pas, il y a 10 producteurs, 15 machins. Les gars, ils ont dit non, ton Willis French ou si t'as mis un tag, ils vont t'enlever ton tag. Sûr. Non, c'est dégueulasse ton tag. Ça, mais moi, c'est ma marque de fabrique. Yes. Là, ils ont dit non, machin. Par contre, il y a une fuite dans les réseaux, dans quoi que ce soit, qu'il y a un feat avec Beyoncé, ils cancellent le projet. Donc ils ont tourné une vidéo. Toi, tu sais quand elle le fait ou pas? Tu sais quand c'est fait? Moi, j'étais au courant du timing parce que c'est contractuel. Donc, d'accord. Mais t'es au courant une fois qu'elle a enregistré? Ou avant? Non, nous, on savait que ça allait se faire. Ah, ok. On savait, mais on savait pas. On n'avait rien. On n'avait pas les infos de comment, qui, quoi, à quel moment. Mais ça s'est fait. Parce que la fille de Beyoncé, c'est ça l'histoire, elle est tombée sur la vidéo du poulet. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que ce qui s'est passé à ce moment-là, de faire ces 10 secondes de truc-là, ça a eu une répercussion incroyable. Et ça a été une histoire de timing, parce que le timing, c'est qu'elle a fait ce projet, bon, déjà parce qu'il y a eu ça. De la part de sa fille, que pour elle c'était aussi le truc trendy du moment, avec Balvin, c'était vraiment le reggaeton à ce moment-là, depuis Despacito, ça a été une trend. Ça a été cool, comme avec l'Afro House, c'était cool d'écouter ce genre de reggaeton, et c'était cool d'avoir à un moment donné, d'avoir des mix-up un peu de nouvelles vibes. Et je suis content parce que moi, ce que l'instru et là maintenant qu'on a fait Mirente, ça a ouvert la porte sur ce que Tiny fait maintenant au jour d'aujourd'hui. Tiny qui est quand même le producteur comment il s'appelle, de Bad Bunny, que je connais et qu'on a eu cette discussion-là et que je sais, moi, parce que je connais les sonorités, les machins, et je sais que des gars comme lui en producteur ont un respect envers moi par rapport à ce que Mirente, et la puissance de où c'est allé, et les portes que ça a ouvert. Ça veut dire qu'à un moment donné dans ce business là reggaeton, après Mirente, les gens ont voulu des sons comme ça parce que le truc il s'est retrouvé numéro 1 dans des charts, c'est improbable. Il y a eu Despacito aussi derrière nous, bien sûr. Nous on a mais c'était plus club, tu vois, par exemple Despacito n'a pas eu le meilleur clip latino de l'année.
Et là où Mirente a eu le MTV Award que j'ai été prendre moi parce que Balvin n'était pas là. C'est-à-dire que même là, je me suis retrouvé dans des sphères de trucs improbables. C'est-à-dire que moi, je vois le truc, il y a Despacito, il y a Jennifer Lopez qui avait un titre aussi à ce moment-là avec Pitbull. Il y a, comment elle s'appelle la rappeuse Cardi B aussi qui était là aussi avec, qui était là avec Like It. Yeah, bien sûr. Ouais. Ah ben c'est Mirente, mon gars. Et même moi, je suis là au MTV, c'était quand même déjà les MTV Awards. Je suis le seul français de toutes les catégories confondues. C'est-à-dire que même dans l'électro, cette année, il n'y avait pas de Frenchie. Moi, je suis là, je suis assis, je suis le seul Frenchie. Et je vois les gens défiler. Moi, je suis content. Moi, mes yeux. C'était les 20 ans de Jennifer Lopez. Il y a Ja Rule sur scène. Ça fait 20 ans que Ja Rule n'était pas monté faire avec leur truc. Et elle a ramené des. Non, moi, j'étais là. Je suis un gamin, tu vois. Moi, je suis en train de kiffer, mais à aucun moment donné. Moi, je voulais juste voir mon nom quand il est nominé. Ma femme, elle est là, on est en kiff. C'est tout. Allez, on rentre. On est à New York, on est aussi Radio City Hall, on est en kiff. Bien sûr. Jamais de la vie le truc qui va gagner. Donc, c'est pour ça que je te dis, il y a un enchaînement de trucs et de timing qui fait que c'est incroyable. Mais si je vais chercher la source, je me dis, cette petite vidéo-là de 10 secondes, elle a contribué. Cet accident avec Exhale a déjà contribué principalement à un machin. Bien sûr. Donc, dans ma carrière, en tout cas dans ce que je produis, comment je produis mes choses, c'est que des accidents. C'est que des accidents. Après, t'as provoqué je me ta pose chance. Pas, en fait, je me pose pas. C'est ça en fait. Je me pose pas en me disant bon, il faut que je fasse un banger pour cet été. En fait, j'ai pas cette optique-là. Et des fois, ça m'arrive d'être là, même en mai, et d'être toujours en galère de trucs et que parce que j'ai eu l'habitude de poser des petits trucs sympas pour l'été et ça fait plaisir à la SACEM. Bien sûr. Non, mais je pense pas spécialement à ça, mais tu sais, quand tu as peut-être eu l'habitude d'occuper le paysage français des trucs de l'été, t'es un peu frustré de plus être dans le game, tu vois, ou de plus être dans ce truc-là. Ouais. Après, je m'en fous, moi, tu vois, parce que je m'en fous. Je fais de la musique et puis je suis pas... je fais de la musique par accident. Et vibe, en fait. C'est-à-dire que si j'ai une vibe sur un truc, j'écoute un sample ou un truc machin. Mon dernier truc récent qui a vraiment... cartonné, c'est un grand mot maintenant, mais qui a pris des streams de dingue et qui m'a amené... ouais, c'est vraiment celui-là, mon dernier truc, c'était il y a 3 ans, tu vois. Mais c'est mon dernier truc qui m'a ramené encore en promo télé. En fait, moi, quand je parle vraiment d'un truc qui est un gros banger ou qui est un truc machin, c'est pas seulement les clubs. Parce que moi, je vois à 360, c'est-à-dire que quand tu as un titre qui... fait des, tu vois, Trompetta, il a fait disque de platine au Canada. Comment c'est un truc qui platine au Canada, tu vois. Et Ego n'a pas fait ça. Ego n'a pas été au Canada, jusqu'au Canada. Mais Trompetta, voilà, je me suis retrouvé en promo. Et encore une fois, je me suis retrouvé à être l'artiste et pas le DJ. Tu vois. Et en fait, c'est ça aussi mes accidents et un peu mon combat. C'est-à-dire que quand je fais des titres, par accident, je me retrouve à endosser la casquette de l'artiste et à chanter. Parce que ces accidents-là, je pose des lyrics, ou je pose un gimmick, ou je pose un truc, et ça fonctionne. Et c'est cool. Et c'est des heureux accidents. Après, je vais pas me plaindre. Bien sûr. À chaque fois, ça me remet en selle. Je me retrouve sur des médias aux Pays-Bas, à faire des télés ou des radios avec des artistes folklore du Pays-Bas. Mais où je suis dans le Trompetta, il a été numéro 1 aux Pays-Bas. Numéro 1, il y avait un titre de Guetta à ce moment-là, il y avait de machin. Mais moi, je vais là-bas, je fais des télés, des promos, et il y a ce titre-là, parce que pour eux, c'est devenu l'anthème de l'équipe de foot. D'Amsterdam. D'ailleurs, j'avais reposté une vidéo l'année dernière sur mes réseaux où ils sont dans le stade de foot à chanter l'air que j'ai écrit de Trompetta. Ils l'ont rechanté, mais en comment s'appelle la langue en Dutch. Et ils étaient en train. Je dis, mais c'était ouf, les gens. Et c'est là où tu dis, moi, à chaque fois que je vois ces choses-là, c'est là où je me rends compte de la puissance de ce que tu peux faire musicalement. Et tu contrôles pas où ça arrive. Ouais, et des fois sur des accidents, tu vois. Et plus tu te poses sur des choses à te dire, bon, allez, il faut que je sois sur ce marché de la foi quand tu es DJ. Tu peux réussir si tu t'entoures des gens qui vont te donner cette force-là ou qui sont déjà implémentés.
Mais tu peux aussi te retrouver frustré parce que tu dis putain. Non, Saturé. parce qu'il y a des gens qui sont déjà là, mais qui racontent une histoire. Tu vois, déjà qui viennent d'Afrique du Sud, ils arrivent du ghetto, donc eux, ils peuvent être. C'est peut-être eux qui peuvent mieux parler de l'Afro House parce qu'ils le vivent. Bien Tu vois. sûr. Et parce qu'ils ont embrassé, ou parce qu'ils ont embrassé ce truc-là, comme Ugel. Ouais, Tu bien vois. sûr. Et Ugel, il a embrassé tout ça. Il n'est pas arrivé nulle part. Et il a fait des vidéos pendant le Covid et il s'est créé une communauté. Et il est arrivé il a posé sur la table un concept où tu dis ah non, bravo, le mec, il est fort. Il est fort. Et donc, il a embrassé tout ça. Donc, il arrive. Nous, on le voit là avec un succès et un truc qui explose. Mais c'est parce que c'est une histoire de timing. C'est-à-dire qu'il a su embrasser ça au bon moment pour arriver sur l'Afro House parce qu'il a été l'investigateur de la Latin House. Tu vois Oui, ce que je veux aussi. dire. Après, il y a une grosse équipe aussi avec lui. Hein. Oui, Mais oui. bien sûr. Ça. Mais l'équipe, elle est là parce que Parce que t'as ça un avance. concept, Parce que oui, ça et avance. parce qu'ils misent sur un cheval, Voilà. on va dire qui est visionnaire. Si t'es pas visionnaire, l'équipe à un moment donné, Ouais, bien ils sûr, vont aller tout le miser monde sur va un faire autre autre chose, cheval. bien sûr. Comme moi, la maison de disque a mise sur moi parce que parce qu'elle s'attend que dans 3 ans, je refasse un autre trompetta ou machin. Bien sûr. Tu vois. Tu penses que tu as combien de titres que là, enfin, sur une année que tu sors pas ou qui n'est pas fini Franchement, je sors pas un truc pas une fois par an. Peut-être une fois tous les 2 ans, je vais sortir. Ah ouais. Maintenant, je commence à me pousser un peu tu vois, Mais tu me prods mettre des quand coups même de pression. souvent. Oui, mais T'arrives pas à j'ai finir, pas c'est envie. quoi Non, j'ai pas envie de sortir pour sortir en fait. Ok. Ça m'intéresse pas. Je pourrais. Hein. J'ai des démos qui dorment. À chaque fois, tout le monde me casse la tête pour me dire. Jusqu'à ce que moi-même je partage et je regarde des vidéos de gars, tu sais, les vidéos de motivation où les gars ils te disent ouais, sortez vos titres, Ouais. machin. Tous les jours. Non. Je suis le premier à regarder ces vidéos, je suis le premier à partager même ces vidéos-là. Et après, je regarde mes tiroirs, je dis waouh. Mais est-ce que justement le fait de ne pas avoir des fois trop la casquette artiste et pas DJ, c'est parce que t'as pas ce truc-là d'être juste producteur et de mettre d'autres gens dessus? Bah, en fait, le truc, c'est que pour l'instant, j'ai pas encore d'équipe. Et c'est quelque chose sur Non, mais lequel. là où tu pourrais avoir, je veux dire, demain, Sean Paul qui pose sur le son de Willie William, tu vois, qui te mettrait plus sur ce statut de DJ Je producteur. sais pas, même ça, ce que- serait faire pour faire, en fait, tu vois. Je suis devenu compliqué, je suis peut-être compliqué aussi. Mais c'est vrai que si demain, je fais un truc qui soit populaire, ce trompetta, c'était populaire, mais ça a fonctionné. Et ça m'a mis aussi sur des festivals, ça m'a mis sur des trucs, parce qu'il y a une scène à l'inter, moi, qui m'intéresse. J'ai fait, quand il y avait le festival Ultra au Japon, je suis allé au Japon, et trompetta, ça passe chez eux, tu vois. Donc, il n'y a pas de... En fait, c'est soit tu veux mettre une casquette de DJ puriste, EDM, et vouloir faire ces festivals. Et là, c'est facile de produire, en vrai. Ouais, bien sûr. Je dis c'est facile parce qu'en plus, maintenant, il y a Suno, il y a plein de choses. Donc, tu peux te mettre une équipe de ghosts et de producteurs. Et je peux sortir un titre tous les mois, tu vois. Et attendre qu'une fanbase grandisse de ce truc-là. Le problème, c'est que je traîne déjà une fanbase de Ego, de Mirente. Mais, en fait, ce que je veux dire, c'est que parce que les gens t'appellent en tant qu'artiste, parce que tous les sons qui top, c'est des sons où tu chantes. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et le Mais fait d'avoir quand je quelqu'un fais des d'autre qui shows chante- aussi, j'ai un show qui est adapté aussi à ça. C'est-à-dire que même que je suis en festival, hein, j'ai Ultra, les gens n'étaient pas prêts à Ah, me bien sûr, voir et monter sur scène. ton Mon intro, truc de ton Ultra, j'ai intro est chanté, magnifique. ouais, j'ai chanté Ego, Ah et ouais. j'ai vu que les gens étaient en train d'interagir avec ça. J'étais en train de me dire, putain, je mérite quand même d'avoir un vrai main stage et de faire chanter les gens, ou de faire une version d'Ego un peu plus EDM Festival, ou un ouais, peu bien plus sûr. festival, tu vois. Mais moi, je considère tout ça comme une expérience. Pour moi, c'est un terrain de jeu, tout ce que je fais, et que j'expérimente des choses, et que des fois, il faut du temps pour se trouver. Tu vois, il faut du temps. Yes. Là, avec la maturité que je suis en train d'avoir, après, tu as l'âge aussi, fait que effectivement, je comprends les choses et je serais peut-être plus apte à défendre mon image de DJ d'une autre manière. Tu vois, de changer ma manière de faire et de machin. Mais tant que tu n'as pas un titre où les gens ils te considèrent comme un DJ sur ce titre-là, même si tu peux chanter, hein, mais si c'est un titre où les gens ils te considèrent vraiment machin et que tu mets pas trop ton image en avant, peut-être qu'à ce moment-là, les gens ils vont changer de truc, tu vois. Yes. Comme fait, c'est marrant parce que Calvin Harris c'est le meilleur exemple. Calvin Harris, les gens se rendent compte que maintenant
parce que Internet est fort et que les réseaux sont maintenant dévoilent un peu tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé il y a 10 ans. C'est ça qui est fort avec les réseaux au jour d'aujourd'hui. Tu apprends des trucs qui se sont passés il y a 10 ans Yes. parce que l'information elle va vite. Mais les gens se rendent compte maintenant qu'ils ont eu un petit truc, ils se sont dit ouais c'est vrai que maintenant quand tu dis ça ouais c'est vrai que mais non, Calvin Harris a chanté sur tous ses titres. Ok. Tous les titres où tu entends un vocal, c'est la voix de Calvin Harris. Parce que Calvin Harris, avant d'être le DJ nain, il faisait partie d'un groupe de pop, rock, où il produisait la musique, Ok, où il chantait. Je savais C'était lui pas. l'artiste. ok. C'était Calvin Harris. Il avait son visage, il était à fond dedans. Ça marchait pas. Il est parti dans un autre bail, il a commencé à mixer nanana, et tous ces trucs. Tous les meilleurs types de. Enfin, disons, tous les morceaux de machin, t'écoutes le vocal masculin, c'est Calvin Ok. Harris, c'est sa voix. Après, il a toujours eu des feats après, c'est tellement. Oui, après il est parti. Après, c'est pour Qui- ça qui- qu'il qui s'est surélève fait. le truc, Après, c'est mais- pour ça il s'est fait des délires où il est parti dans un album funk où il a mis Pharrell, il a mis machin. Pour moi, c'est peut-être son meilleur album parce qu'il s'est vraiment fait des kiffs. Récemment, pour les titres encore, il y a un son avec David Guetta. Ah bah ça, je peux pas te dire. Tu l'as fait déjà? Oui, non, je pensais que tu me parlais Non, des non, trucs non, qui non, allaient- pardon, qui allaient celui que arriver. t'as Non, déjà non, oui, sorti. l'année dernière, ouais, l'année dernière, on avait un truc qu'on avait déjà depuis quelques années. C'est un truc Ok. qu'on traîne depuis quelques années. Après, il y a eu le Covid, parce que j'ai connu David un peu avant, tu vois. Le succès de Mirente nous a connectés. Yes. C'était le premier à venir me féliciter Ok. de ce titre-là, qu'il était comme un ouf sur le titre. Yes, yes. Il me dit ouais, ma femme elle est comme une dingue sur ce titre-là. Donc maintenant je suis obligé de te mettre dans une boucle où tu vas rencontrer des gens, nanana, tout. Bien sûr. Mais c'est cool, c'est cool. Et du coup on a commencé à bosser sur quelques trucs et puis ce morceau-là est peut-être celui. J'avais fait un titre avant, le Say Goodbye avec Nicki Minaj. Et d'ailleurs, improbable le truc où on se retrouve sur un titre, Nicki Minaj, Jason Derulo, David Guetta Oui. et moi. Et c'est pas une prod que j'ai faite. J'ai vraiment participé sur l'aspect vocal de ma partie et de la partie de Jason Derulo aussi. Il le dira pas, mais ça, c'est des Un quinries. coach. C'est des quinries. Et puis, mais on a fait des bons résultats. C'est quand même un titre où, avec beaucoup de monde, il y a quand même, je sais plus, 200, 300 millions de trucs. Et puis, il y a eu des disques d'or, des machins. Mais celui-là, c'est vraiment le truc avec David où c'était cool. Yes. On a fait une vidéo en commun. Ouais, c'est pour ça, il y a eu. On est allé l'année vraie dernière. connexion. J'ai vraiment été le shooter à Miami avec Nicky Jam, en plus, tu vois, pour le coup. Et ouais, on a vraiment joué le jeu sur ce truc-là et on a fait un truc bien. Yes. Donc Et- c'était cool. Et justement, pour rebondir sur le fait qu'il t'a supporte, qui dans l'environnement DJ français, enfin, tu vois que ça autour de toi, justement, quand il fallait pousser, ça a poussé, ou ça a joué tes sons pour donner la force? Franchement, je suis pas sur ça en fait. J'ai jamais été sur qui va me donner de la force ou pas. Non, mais en tout cas, qui l'a donné, c'est pas la question de ça. Parce que tu sais, j'ai toujours été j'ai la chance, en tout cas dans ce que j'ai fait, d'avoir toujours été sur un truc qui servait en fait les DJ d'une Yes. manière ou d'une autre, tu vois. Peut-être pas des trucs collectifs, enfin des projets que j'ai fait avec le collectif, Ouais. et encore même des projets que j'ai fait avec le collectif, je savais qu'il y avait des DJ qui allaient le jouer quoi qu'il arrive. Bien sûr. Mais Ego, je sais que même au jour d'aujourd'hui, quand je rencontre des DJ, c'est des DJ dans d'autres pays ou même random, des gens que je rencontre random à l'aéroport ou avec qui je fais des photos, ils ont une anecdote avec Ego. Bien sûr. Et pas forcément avec Mirente, hein, c'est ça qui est marrant, tu vois. Parce que Mirente était peut-être trop évident, et ça a été trop machin. Mais avec Ego, ouais, il y a des gens qui me disent ouais, j'étais ado quand j'écoutais ça, ou j'ai commencé à être DJ ce son-là, nanana. Tu vois, donc j'ai pas de truc où des gens qui m'ont donné la force ou machin, mais Mirente m'a. On va dire que Ego, ça a été une étape, mais Mirente a vraiment été un autre statut, où là j'ai vraiment pu rencontrer des gros comme Tiny, tu vois, Bien sûr. ou d'autres artistes que je ne savais pas qu'ils avaient un respect pour moi, et peut-être, tu vois, mais je savais pas non plus qu'ils connaissaient Ego. Tiny, il me connaissait de Ego. Yes. Je dis comment le mec, c'est toi le producteur de Bad Bunny? Le gars, il me dit ta chanson elle est dingue, originale, machin. Je dis
Incroyable. Ouais, mais il faut aller jusqu'aux États-Unis, il faut aller à Ouais, Miami. pour avoir le retour, pour le Ouais, truc. où il faut aller, tu vois. Donc j'ai eu la chance d'être dans des rooms avec des gros artistes ou des gros prods, mais des gens qui me donnaient du respect par rapport à ce qu'on a fait avec Balvin sur Mi Gente, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais ou ce que j'ai fait moi avant tout seul sur Ego. Donc c'est ouf, tu vois. Ouais, ouais, Et moi c'est je lourd. reste sur ça après, voilà. Non, non, après, pas de C'est des souci. infos, après tu fais tu en fais ce que tu Ouais, bien veux, sûr. machin, mais Bien sûr, bien sûr. moi ce qui m'importe, c'est pas les chiffres, c'est cette marque de respect, en fait. Moi c'est ce que je dis toujours. Le streaming, c'est cool, ça me permet de vivre de ma passion, d'entretenir ma famille, de continuer à faire ce que j'aime et d'avoir la liberté de faire de la musique ou pas. Tu vois, au final, de pas me dire... Pas de pression. Ouais, de me dire, bon, déjà, je suis à l'île Maurice, donc je suis déjà dans un cadre où je suis tranquille. Maintenant, j'essaie de maintenir ce cadre-là avec ce que je fais musicalement. Je peux le faire, c'est cool. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comment je peux être inspirant pour d'autres personnes? Comment je peux contribuer sans forcément dire il faut absolument que je contribue. Bien sûr, bien Il faut sûr. absolument de rien du tout. Tu vois, il faut déjà absolument être prêt à le faire. Ouais, Tu vois, quand tu es prêt à le faire, à contribuer, tu contribues. Si tu n'es pas prêt à le faire, tu fakes de la contribution. Et là, ça va se retourner contre toi, tu vois. Alors que le jour où tu dis, bon, là, ça y est, je suis fatigué de tout ça. Maintenant, je sens que je suis dans une vibe de transmettre. J'ai envie de parler, j'ai envie de machin, comme je fais là. Tu vois, yes. c'est de la transmission d'informations. Complètement, ouais. Tu vois. Et peut-être donner envie après, tu vois, à d'autres personnes parce que C'est fait les pour gens ça, ne bien savent sûr. pas, Ouais, complètement. on est là pour ça, tu vois. Et la musique aussi est là pour ça, tu vois. C'est échanger. C'est bien d'avoir des trucs dans les tiroirs, des machins, mais tu sais pas que demain, quand tu fais écouter. C'est pour ça que moi, j'aime bien faire des sessions en studio avec des gens. J'aime pas le bounce back d'envoyer des informations et des trucs, parce que tu sais jamais le mood dans lequel les gens écoutent les trucs. Bien sûr. Alors que moi, je kiffe, je suis mon meilleur vendeur sur place qu'à distance. Je suis incapable de me vendre quand il faut me vendre pour aller chercher des dates et tout. Je suis zéro. Je suis trop timide pour ça. Je peux pas me vendre pour ça. Yes. Par contre, la musique, gars, et tu me mets en studio, laisse-moi en studio. Je dis toujours, hein, j'ai toujours dit, laisse-moi en studio avec qui tu veux. Fat Joe, machin, qui tu veux. J'ai mis Fat Joe, c'est random comme exemple. Qui tu veux, laisse-moi en studio avec qui tu veux. Je peux me vendre de ce que je sais faire musicalement. Alors, je vais peut-être être en galère, mais je suis capable de vendre un truc en faisant écouter parce que je vibe le morceau. Ouais, je fais écouter un truc, je peux en direct, je peux vendre le truc. T'as pas la vision, je te donne la vision ferme. Imagine, t'es assis là, nana. Tu chantes comme ça. Ça, cet exercice-là, je suis super fort. Alors que c'est pas un truc, je le fais pas. Je le fais une fois dans l'année, 2 fois dans l'année, quand j'ai la chance de. Mais parce que j'ai toujours imaginé mes projets comme des storytelling. C'est comme ça que le clip de Ego, je le voyais. Et après, je ne l'ai pas fait moi. Il y a une équipe avec Bien moi. sûr. Ça a été une réalisation. Mais je visualise mes choses. Je suis un gars de storytelling. C'est une histoire. Quand je fais un son, il faut que tu sois dans une ambiance particulière pour écouter ce son-là. Parce que c'est comme ça que tu vas l'apprécier. Tu vois. Si je fais un son d'été, il faut qu'il y ait un mood qui te mette dans ce truc-là. Donc, dans les éléments que je vais glisser dans le truc, si moi je suis dans ce mood-là à kiffer, et je suis en train de transmettre ce mood-là, tu vas l'écouter. Et c'est pour ça que dans mes trucs, l'e-tournée, dans tous ces trucs-là, quand j'ai fait les trucs d'été, les gens ils disaient, ouais, toi, tu sais faire ce truc-là. Ouais, bien sûr. Je dis, ouais, parce que moi, je le vis, ce truc. Ouais, bien sûr, et je le vis même pas parce que j'habitais à l'île Maurice, j'habitais même pas à l'île Maurice quand j'ai fait l'e-tournée. Mais après, c'était un hit avant que tu as rendu. Et l'e-tournée, quand on a fait ce truc-là avec DJ Assad, j'étais dans un KGB, mon gars. Mon appart, c'était dans Le Mans, une petite ville de 150 000 habitants. J'étais dans un petit appart de 30 mètres carrés. Mais dans ce petit appart, c'est le KGB où tu ranges les balais, les machins. De cet appart-là, je l'avais insonorisé pour transformer en studio. Mais c'est littéralement un truc qui fait peut-être 3 mètres carrés. Et je crois que je dois avoir... Tu sais quoi, le pire du pire, c'est que dans Wikipédia, il y a une photo de ce studio-là que j'ai. C'est la seule photo... ouais, quand tu mets Tap Willie Williams sur Wikipédia, il y a des photos et il y a cette photo-là où je suis habillé comme un plouc parce que je flexais pas à l'époque du tout sur les vêtements. Moi, j'étais un geek, donc je flexais sur les. Et je suis dans mon studio de KGB, littéralement, tu le vois, avec des trucs de duff, tu vois, machin. Et c'était de l'époque de l'e-tournée, tu vois. Yes. Et on a fait l'e-tournée avec Assad et j'avais la vision dans ce truc-là.
J'ai dit, comment je peux avoir une vision d'un truc de l'été qu'on s'est retrouvé 6 mois après avoir fait ce titre-là. La production, ils nous ont envoyé à l'île Maurice. On a clippé le clip qui est maintenant Ouais, c'est sûr. qui est une Après, référence dans les trucs de camping et tout ça parce ouais, que c'est le clip, ça fait un peu genre le clip des trucs de l'été par ouais, excellence. Mais si les gens s'imaginaient que ce truc-là, on l'a fait dans un KGB et il faisait moins 15 000, que c'était pas du tout la saison de l'été parce que c'était en octobre ou novembre avant que le titre y sorte, tu vois. Donc c'est pas l'endroit qui t'inspire, machin. C'est vraiment l'ambiance. c'est la vision, en Ouais. fait. Que c'est le storytelling, la vision. Si t'as cette force-là dans un truc-là, tu peux composer. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, même avec Suno, tu peux faire quelque chose si tu as la vision. Tu Ah, vois. ça, c'est sûr. Moi, Si les gens qui n'ont pas de vision, ils vont faire un prompt. Et tu vas prompter ton truc, et tu mets des idées, et puis tu t'attends que Tu laisses faire, ChatGPT bien va t'aider. Gars, si tu as la vision, tu as fait 70% du travail de Suno, ou même plus, parce que tu as la vision de ton truc. C'est pour ça que les mecs qui sont forts avec ces outils d'IA, c'est Ah, des pour mecs qui finir ont la la track, vision. bien sûr. Les mecs qui tapent des trucs funk faits avec de l'IA où tu as des 100 millions de vues. Moi, ça, je kiffe. Moi, je suis en full admiration sur ça. Les gens vont dire, ouais, mais non, non. Et je dis, je m'en fous. Moi, vous imaginez pas la réal. C'est pas juste un mec qui est là assis. Non, comment le mec il arrive à poser tout ça, tu vois. C'est pas, il a pas mis, tu vois. Il y a une vision quand même Bah, dans ça. alors, Alors pour le- attends, je vais pas tout mettre dans le même panier. Mais j'ai rencontré moi des gens qui font ça et qui moi j'arrive pas moi et ça m'intéresse pas mais je suis pas encore arrivé à ce stade-là que d'intégrer l'IA pour vraiment Ok, me mais donner du ma vision. coup, de manière générale, vu qu'aujourd'hui on sait que sur Spotify il y a plein d'IA depuis Oui, longtemps, c'est etc., sûr. etc. Toi, tu le places où, justement, la création artistique, ou en tout cas, parce que, bon, on va dire, sur les sons de Spotify, c'est des trucs qui sont faits à l'appel. Je veux dire, c'est des prompts, on envoie pour blinder des playlists, Oui, c'est etc. sûr, c'est sûr. Là où c'est pas très créatif. Et là où les gens vont dire que Tu l'IA veux va mon avis sur ça? détruire. Tu Oui, veux là, créer le débat? on veut savoir. Non, moi après, franchement, de mon statut, alors après c'est différent parce que moi de mon statut où je compose vraiment la musique, et pour l'instant je l'ai faite sans IA et que je sais le faire sans, tu vois. Et je découvre ça, c'est-à-dire qu'il y Yes. a des plus jeunes qui me montrent et que je vois le potentiel du truc et que pour l'instant j'arrive pas à l'intégrer à mon workflow. Peut-être je vais l'intégrer, mais il y a toujours une limite, c'est sûr. Je suis moins fan effectivement des trucs qui vont être full. En fait, je suis pas fan du process de faire de la musique, de faire cette musique-là, full IA et machin. Moi, c'est pas ça, moi, qui me dérange. Moi, au contraire, là, justement, je suis pour le fait qu'on n'ait pas à s'approprier la musique. La musique, elle est pour tout le monde. La manière de la faire, c'est la même chose. Elle va être pour tout le monde. Tout le monde, si un gars a pris 2 silex et qu'il a fait un tube avec ça, tu vas pas dire ouais mais moi je suis tailleur de pierre, non, si tu respectes pas la pierre là de prendre 2 silex et de faire un redeem et tu fais plus d'argent que moi avec mon salaire mon misérable salaire à casser là, tu vois ce que je veux dire. Tu peux reprendre aussi ce concept là et aller Bien sûr. critiquer ça. Je dis non, mais qu'il a fait de la musique avec ça, laisse-le tranquille. Le gars, il s'est acheté le petit jeune, il s'est acheté une licence pour faire de la musique avec Fruity Loop. Il te pond un banger en 30 secondes, Oui, comme il y a mais beaucoup. bien sûr, mais il y a une différence Ça reste. entre Non, la alors, non, créativité. attends, je vais aller au bout de ma pensée. Ça reste de la technologie, c'est des outils qui sont faits pour. Des fois, il n'y a même pas d'outils. Des fois, il y a juste des prompts. Et il y a des styles de musique, par exemple, de gens qui codent la musique. Ouais. Je sais parce que je suis un geek d'appareil et un appareil que j'essaie de mettre la main dessus qui s'appelle le MA Tracker et qui est justement un outil de malade. Ça, c'est ma petite parenthèse geek. Vas-y, on y va. Qui On va permet aller de dedans faire après. tu peux faire en fait, c'est une espèce de groovebox qui peut mettre une claque à toutes les groovebox qu'il y a en ce moment, que ce soit la Kai Samps, tout ce que tu veux. Mais c'est un autre concept. Et c'est un concept où tu fais de la musique, mais qu'avec du code, en fait. Mais c'est pas du code binaire 1-0. C'est du Non, code, bien sûr, bien sûr. voilà, c'est une manière Du HTML, c'est des comme valeurs, ça, en bien fait. sûr, ouais. Donc tu joues avec les valeurs, mais avec ces valeurs-là, tu crées tout de A à Z. Du synthé, du Il y a une fille machin. en techno qui fait ça. Hein? J'ai vu une fille en techno qui fait que ça en prod. Ouais, Et après, elle est dingue, ouais. Je vois qui c'est. Mais il y a un mec, un producteur US, qui s'appelle Eni. Eni Da Business, c'est son Insta. il a produit des trucs de ouf il y a très longtemps. Et lui, il fait carrément il te fait groover ça.
il fait des sortes des trucs à la Chris Brown, mais c'est une Game Boy, en fait. C'est un Raspberry, en fait, le truc. Mais survitaminé. Il y a des engines. Enfin, bref, tout ça pour dire que c'est une manière de faire de la musique. Et qui est différente de machin. Mais t'as du coding, t'as du binaire, ou t'as du ce que tu veux. C'est une manière... En fait, il y a 1 milliard de trucs. Juste que l'IA, et comme elle est en plein c'est en plein dans la tempête des machins, parce qu'effectivement, des gens se sont servis pour aller chercher des parts de marché et machin. Mais c'est pas un exercice nouveau, c'est un exercice qui existe depuis longtemps. Il y a eu ce problème-là avec l'autotune, il y a eu ce problème-là avec le vocodeur. C'était le premier truc, c'était le vocodeur. Les gens, ils étaient... on parle de ça, c'est dans les années 60-70, l'histoire du vocodeur. De se dire, non, comment tu peux faire chanter une machine alors qu'il y a des vrais chanteurs? Et comment tu peux faire un album? Comment des artistes d'époque pouvaient avoir un succès de trucs faits au vocodeur alors que tu as les vrais puristes et les musiciens qui étaient là? Non. Comment le MIDI est venu remplacer des vrais musiciens et de l'orchestre? Et que, tu vois, c'est une évolution des choses, tu vois. Pour toi, c'est un outil. Pour moi, c'est dans l'évolution des choses. Ce qui chiffonne les gens, aujourd'hui, chiffonnait déjà les gens avant, chiffonnait déjà l'industrie quand le MP3 est arrivé et qui est venu complètement bouleverser les ventes. Tu vois, en fait, je pense que quand tu touches un système à de l'argent, parce qu'on en revient toujours au même point, hein, l'histoire c'est de l'argent. C'est pas le fait que les petits sortent les machins. Ce qui va déranger réellement les gens, c'est le fait que ces petits-là, ils fassent des 100 millions de streams. C'est pas des musiciens, c'est pas des producteurs. C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est pas péjoratif. Ouais, bien sûr, mais bien sûr. dans le monde ce musical, business-là, voilà. dans cet environnement-là, dans ce business-là, c'est sûr que là où un artiste peut se sentir blessé, c'est que lui, il a mis des tripes, il a mis de l'argent, il a mis une âme. Voilà, on va y venir aussi à ce truc-là. Il a mis une âme à faire de la musique et qu'il y a un petit jeune qui arrive. Qui arrivait avec sa Ferrari, qui a doublé tout le monde, qui a fait une petite queue de poisson et qui est passé devant tout le monde, et qui, ni d'Ève ni d'Adam, le mec, il se retrouve dans ce même business-là, au même endroit, avec rien du tout. C'est-à-dire que lui, il arrive, il est encore chez papa et maman, il arrive et il rafle tout, l'audience, et il rafle tout, l'attention qui est normalement prévue pour les artistes, puisque c'est un espace artistique. Il est venu voler ça et redéfinir des codes et ramener de la musique sans soul, sans âme, sans quoi. Elle va être qualifiée sans âme parce que c'est comme ça qu'on... Machine, non, parce que c'est comme ça qu'on diabolise la technologie. La machine, bien sûr. Mais si tu réfléchis à comment la musique a été créée et à comment on a traversé les époques, ça a toujours été comme ça, c'est cyclique. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tout ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que c'est le tribunal médiatique, en fait. Moi, c'est juste ça qui me dérange dans tout ça. Les gens vont dire que c'est facile de parler en ma position parce que j'ai réussi à une époque où il n'y avait pas l'IA, où je suis peut-être dans une position confortable de parler ou de faire de la musique, mais... Il n'y a pas de position confortable. Et puis c'est des excuses en plus, tu vois. Je veux dire, ok, mon point de vue, si je me pose là et je vois que ça marche, je me dis, mais qu'est-ce qui t'empêche toi de le faire si lui il l'a fait? Est-ce que ça devrait pas être un exemple justement pour dire, bon, tu veux défendre une idée du contre-IA, crée ton truc, crée un mouvement, fais des choses, tu vois. Mais le problème, c'est qu'on est arrivé dans un truc de tribunal médiatique où il est plus confortable de s'asseoir et à critiquer et à donner des feedbacks négatifs la plupart du temps de mouvements et de choses qui arrivent que de créer du mouvement. Le problème, c'est que ce qui se passe, c'est que tu donnes de l'énergie et de la force en plus et à tout ça sans réellement créer des choses ou sans réellement vouloir bouger les choses, tu vois. Moi, je dis pas que j'ai envie de faire bouger les choses ou quoi que ce soit. Non, moi, je m'inscris pas dans les combats. Il y a des gens qui savent faire ce genre de combat, mais en attendant, c'est des mouvements, ça vient et ça part. Pour moi, ça vient, ça va partir. Aujourd'hui, c'est là parce que ça dérange, mais demain, là, l'IA, elle va peut-être buter un statut ou machin, mais qu'une artiste se fasse passer pour une artiste soul alors que c'est tout le monde s'est monté toute pièce et que ça a arnaqué les gens, moi, je suis pas d'accord.
Parce que ça... Il faut annoncer que ça soit de l'IA. Non. Ah non, moi, je suis pas d'accord sur le fait de dire que ça a arnaqué les gens. Ah. Moi, justement, c'est facile de dire qu'une fois que tu as l'information, tu te dis après... ah non, il n'y a pas de soul, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de machin, on s'est fait avoir. Non, t'as kiffé le truc, les gens ont kiffé, ils ont écouté, ils ont entendu une voix qui ressemblait à Eric Abadou ou à X ou Y. Je suis désolé, ils ont eu le sentiment, ils l'ont eu. C'est pas, si on te dicte, c'est ça en fait, moi je suis plus, ce qui me dérange réellement au jour d'aujourd'hui dans la manière de manipuler l'information, c'est que je vais te donner un exemple qui est simple. Je te fais écouter un morceau, je te donne déjà je te donne déjà la direction du truc, comme on a tendance à faire quand on fait écouter une démo. Tu dis voilà, bon j'ai fait un truc un peu soleil, bon fais pas gaffe à la voix. Je suis en train de te donner toutes les informations. Tu vas écouter formaté. Le morceau, t'es déjà bien formaté. Sûr. Le cerveau il fonctionne comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi j'ai arrêté de faire ça depuis longtemps. Quand je fais écouter un truc, même si j'ai envie parce que je suis content. Tu l'expliques après. Non, parce que je suis content. Ah ouais. Mais des fois, je sais que dans mes démos, une erreur de mix sur quelque chose, machin. Et je préfère rien dire parce que si tu dis que la basse elle est trop forte, t'as donné l'information. Ah ouais, mec, donc effectivement, tu écoutes avec une information qui est restée dans ton subconscient qui te dit la basse elle est forte. Au jour d'aujourd'hui, c'est le flux ce qui me dérange, c'est le flux d'informations que les gens ont et qui malheureusement, ça c'est notre ère dans laquelle on vit. Est-ce que tu penses qu'il faut mettre la mention IA sur le son? Oui et non. Moi j'aime bien que les gens soient confrontés encore à un A/B, tu vois, comme on dit, qu'ils aient un comme le pain surgelé, le pain. ouais, parce que c'est facile au jour d'aujourd'hui. T'as ça sur les réseaux. Tu sais, tu peux vite être biaisé si on te donne le choix. Tu vois, on te dit ça c'est avant sans le plugin, ça c'est après le plugin. Je l'achète le plugin. Je suis le premier. Je dis je vais l'acheter parce que ce que j'ai entendu le avec cool, là il m'a mis bien. Ah, putain, c'est dynamique, hein. Ça c'est patate. L'IA c'est pareil. Si tu mets la mention avec IA, t'as déjà fait tout le travail de laisser savoir aux gens s'ils ont kiffé ou pas quelque chose. Et moi je suis content que les gens ils se sont fait avoir un machin parce que c'est pas péjoratif. Pour le ressenti. On va avoir des commentaires de ouf, mais non. C'est juste pour mettre les gens sur le fait accompli que il n'y a pas d'histoire de dame ou pas dame, tu vois. C'est pas vrai. Soit tu kiffes, soit tu kiffes pas. En vrai, c'est des concepts. Je te jure, c'est que mon avis, hein, mais c'est des concepts. Et c'est un avis de musicien. On devrait avoir honte. Non, je te jure que tu peux bluffer qui tu veux maintenant avec l'IA et l'émotion, tu l'auras. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que les gens ils sont au courant du process qu'ils vont pas aimer le produit final. Si on te dit comment le fromage il est fait, c'est trop tard. Le fromage il est en train de se digérer, il est en train de faire monter dans ton ventre, tu l'as goûté et tu t'es enjaillé dessus. Et une bouteille, si on te dit que c'est un Dom Pérignon de 1872, on t'a donné l'information, ton cerveau il commence à s'embourgeoiser lui-même. Sûr, avant même que ta lèvre elle a goûté son Dom Pérignon, dans ta tête t'es déjà en train de dire bon, on est bien. Les gars, j'ai un Dom Pérignon de Sonovante. Il me met bien ce Dom. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça. C'est qu'on est dans une société où toutes les infos elles sont mises. Maintenant que la musique elle aille dans ce sens-là, dans l'avenir, pourquoi pas? Est-ce que nos cerveaux ils vont pas être formatés à ce genre de truc-là? Tu vois? Donc il faut pas en fait. On verra. C'est ça. Non, mais comme tu dis, c'est l'outil. Après ça. C'est un outil, mais moi, tout ça me dérange pas. Et je trouve ça excitant. Après, c'est dommage. Il y a du pour, il y a du contre, il y a du machin, Mais c'est sûr que ça menace des choses. Donc les gens ont peur. Mais quand t'as peur, c'est que tu dois te remettre en question. Tu vois, si tu commences parce que c'est inconnu, et l'inconnu fait toujours peur aux gens dans tous les domaines, tous les corps de métier. Donc c'est normal. On va partir sur les derniers moments. La partie geek. Exactement. C'est quoi ton logiciel de production? Ableton Live. Ça a toujours été? Non, j'ai fait pendant longtemps, j'ai commencé sur Acid Pro. J'ai composé Ego et Miente sur Acid Pro. Ok, incroyable. Donc c'est vraiment j'étais sur la fin de ce soft-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il a fallu mixer, parce que j'ai composé là-dessus et quand il a fallu mixer, j'avais Cubase. En fait, j'avais Cubase pour faire le mix parce que ça n'arrêtait pas de planter Acid Pro. Donc j'ai fait Acid Pro, Cubase
Reaper. Quand même, j'ai fait une bascule sur Reaper pour finir sur live. Ok. VST préféré. Top 3. Nexus. Ok. Nexus, Toujours. je suis un gros de Nexus. Eat Up. Il y en a beaucoup qui sous-estimaient C'est quoi? Je Eat connais Up, pas. c'est, tu vois, c'est UK. Hein. C'est une prod UK qui fait ça. En fait, Eat Up, c'est de la Initial Audio, le brain qui fait ça. Et en fait, c'est un espèce de sérum. Mais les mecs qui ont conçu ce truc-là, ils ont conçu ça à l'époque de la drill. Et Ok. c'est UK. Ils ont fait ça à l'époque de la drill. Et ils ont tapé des sons. En fait, il y a des sons de malades drill de base. Ouais. Et après, il y a l'afro-trap. Ils ont fait l'afro-trap. Et au final, c'est c'est un hybride de sérum en simplifié, Yes. mais avec une base de son de malade. Tu sais quoi, ça serait un genre d'Exhale comme à l'époque quand j'ai découvert Exhale. C'est-à-dire Yes. que je l'ai là depuis, ce Hit Up. À chaque fois, je découvre des sons de malade. Yes. Sons de malade. Hein. Moi, juste Hit Up et Nexus. Ok. Pas de Nickel. troisième? Je sais pas. Pour les drums, tu prends quoi? Hein? Pour les drums, c'est quoi? Pack de samples? Après, tu sais, j'ai mes bank songs que je traîne voilà. depuis des années. Je suis moins sur comment ça s'appelle, sur Splice. Je l'ai été, mais Splice, c'est comme avec Suno, moi, en fait. Tu vois, je reviens vers des trucs que je sais faire, que j'arrive à gérer quand j'ai besoin, mais j'ai ma bank son. Qui est un craft, en fait, c'est du handcraft que je traîne depuis les bank sons de Lil Jon et de Timbo et de Kainé, en fait, de tous ces trucs-là que j'avais d'époque. Et puis à chaque fois, je peux découper, sampler, resampler, et c'est ma banque son à moi, tu vois. C'est mon handcraft. En FX, VST FX? Ouais, RC20, beaucoup de trucs d'Universal Audio, parce que c'est des trucs que j'utilise pour la voix. Après, c'est des trucs que tout le monde a. Le kick de Nico. Ouais. Ah si, j'ai quand même un truc. J'ai quand même un truc que j'utilise depuis 2-3 ans de Softtube, qui est, enfin depuis 2 ans, de Flow Mastering. Ça, c'est ma. Ok. Je suis pas censé le dire, parce que c'est vraiment c'est hack. ouais. Tu le C'est mets pas où le sur hack, sur en fait. Mixmaster? En fait, c'est pas un hack, mais je me suis rendu compte que ça fait un job de ouf. Maintenant, je me prends plus la tête. Je le mets, mon seul plugin qu'il y a sur ma chaîne mastering, et ça me fait et mon mix et mon mastering. Ok. Mes derniers trucs ont été faits par moi avec ce plugin. Yes. Alors il y a une manière de faire, Ouais, bien sûr. mais et c'est un abonnement. Maintenant tout est une Ouais, bien sûr, subscription. Softtube. Mais c'est peut-être mon meilleur investissement. Ça coûte 15 balles, 15 euros par mois. J'ai conseillé ça à d'autres potes et maintenant ils ne jurent que par ça parce que c'est magique. C'est Yes. c'est peut-être le truc le plus abouti parce que c'est un petit mélange d'IA, ça va analyser en fait ton mix, ça va te proposer une espèce de couleur de mix et après tu peux en avoir un master, tu peux en sortir un master. Et contrôler tes trucs, mais c'est pas geek. Tu peux aller geek dedans, mais il te propose déjà des trucs de base où tu peux. Et en fait, il te met la chaîne qu'il utilise. Donc, ça veut dire que tu comprends un peu ce qui se passe aussi dans ton signal. Yes. Moi, je mets que ça, et je me prends plus la tête, et ça me fait mon job, ça me donne une patate. Et j'envoie aux maisons de disques et on dit allez, je t'en remets sur les DSPs. Ok. Et après, en général, t'envoies toujours les stems. Même pas? Ou c'est toi qui gères ton master? Il y a une moitié où je fais mes trucs moi, quand c'est des trucs dance. Ok. Le trompetta, il s'était passé par un studio, par exemple. Je travaillais avec un studio, mais maintenant, depuis l'année dernière, je bosse mes trucs. Ouais. Toutes mes sorties, là, j'ai sorti un truc funk. Les funk. Comment ça va? Ouais. C'est mon mix, c'est mon truc. Yes. Ouais. J'ai jamais mieux servi que par soi-même. Bien sûr. Et puis, tu sais, avec l'expérience. c'est comme ça que tu apprends en vrai. Ouais, bien sûr. Parce que si on te donne jamais les rênes de ton truc, tu vas toujours te dire, bon, j'envoie ça. Après, des fois, c'est bien quand tu as une team de pouvoir dire, bon, le mec, il machin, mais le temps que tu perds à faire du feedback, V1, V2, V3, moi, je préfère perdre ce temps-là. Moi, c'est ma session. Je peux y ajouter des trucs, je peux me tromper. Mais je préfère me tromper quand j'ai envoyé déjà sur les plateformes et sur les trucs et de me rendre compte, tiens, quand j'écoute sur Spotify,
Il y a des trucs qui sont un peu dégueulasses, tu vois. Je me dis, bon, la prochaine release, je vais faire attention. Tu vois, c'est comme ça. Yes, bien sûr, pas de pression. On est là pour apprendre, Yes. hein. On n'est pas là pour faire de la, la figuration et d'exposer nos meilleurs trophées, tu vois. On apprend. C'est quoi la config de ton Mac? Écoute, elle va changer dans pas longtemps là. Je suis sur le M5. Moi, je suis un geek, donc dès qu'il y a une nouvelle puce qui sort, je sais que ça va rien m'apporter. Ça va pas me rendre plus productif. Mais des fois, 2-3 cœurs de CPU en plus. Je sais que pour faire les bounces, des trucs que tu vois, j'ai pas envie de perdre de temps sur ça. Là, le prochain, c'est quoi que t'as vu? C'est du truc de, tu vois, c'est des problèmes de riches en vrai, tu vois. Parce que tout le monde me dit, ouais, ta config elle est bien, tu devrais la garder. Tu arrives à produire avec. C'est quoi ton problème? Quoi, l'argent que tu vas investir dans ça, mets-le dans, je sais pas, dans autre chose. Je dis, laisse-moi kiffer. Bien sûr, bien sûr. Mais non, ma config, elle est simple. Tu sais, c'est une carte son. En général, j'ai une Apollo. J'ai une Apollo Twin. D'ailleurs, je vais aller en chercher une là. J'ai une Apollo Twin pour mes recs, pour mes recalls. J'utilise son ID pour avoir mes références d'écoute. Et d'ailleurs, je suis vraiment, j'ai toujours été fidèle à SonarWorks depuis les débuts. On s'échange des mails et tout. Et parce que c'est incroyable. Moi, je peux être à l'hôtel et avoir mon casque. En casque, j'ai Sennheiser. J'ai toujours été le HD 300 Pro en casque fermé et le 650 en casque ouvert. C'est vraiment mes casques depuis des années. Et c'est peut-être les meilleurs. J'en ai testé beaucoup et je suis toujours revenu vers ces casques-là. T'as la sponsor Sennheiser? Ouais, Sennheiser. Et non, t'es sponsor Sennheiser? Pas du tout. Non, en fait, je suis sponsor personne. Je devrais. Hein. Chaque fois, on me dit, tiens, avec ce que tu achètes en. Hein? Passera le coup de téléphone pour toi. Le problème, c'est que j'ai pas. En fait, le truc, c'est que je peux pas être sponsor de qui que ce soit parce que j'achète moi déjà naturellement et je suis le premier au courant quand il y a un truc qui sort, je l'achète déjà. Donc et je les tag et même en management, j'ai des gens qui me gèrent, tu vois, dans mon label et qui me disent t'es con. Enfin l'inverse. Bah faut envoyer le message à et bonne personne. Moi je tag Sennheiser, je tag Teenage Engineering et ils me repartagent, tu vois. Et je vais pas leur dire bon. En fait, je cherche pas à gratter parce que j'ai toujours eu la liberté moi d'aller là où ça me plaît. Parce que je sais qu'à un moment donné, il y a des brands où je suis déçu. Mais il y a des brands où quand ils sortent un nouveau truc, je suis le premier à avoir la newsletter de la précommande. Je précommande et je teste. Yes. Et je suis vraiment geek pour ça. Je vais chercher des fois des trucs. Là, moi je dis ma prochaine acquisition, c'est la Game Boy, là, le M8 Tracker. Il y a très peu de personnes qui ont ça parce que c'est un truc de. Mais les gens, il y a un OTT dans le truc. Je sais pas si t'imagines. Il y a des gens, ils ont. Non. Incroyable. Donc, donc je suis sur cette config. Le micro, j'ai j'ai eu un C800. C800G comme tous les carrés et tous les mecs du moment. J'ai eu la chance d'en prendre 2 et de les revendre à des gros studios après. Et j'ai un C80 de Sony qui est le meilleur réplique du C800. Et ça, les gens ne le savent pas, ils commencent à le savoir. Et moi, j'étais le premier à le savoir. Je crois que si je pouvais envoyer un mail à Sony, je l'aurais fait. Et pareil, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais des tests et je recommande après à d'autres producteurs. Et en général, je match à 98% dans mes recommandations parce que je leur dis, tu vas avoir un grain de ouf. Et des fois, c'est des gros producteurs qui sont dans les machins. Et à qui je dis, tu devrais essayer ces enceintes-là. Quand ils essayent ça, boum. C'est quoi tes enceintes Je suis sur du IK Multimédia, les iLoud. J'ai testé toute leur gamme depuis des années. J'étais pro Genelec pendant longtemps, avec qui je parle aussi, pour le coup. J'aime bien, mais t'as besoin les IK Multimédia, les dernières gammes qu'ils ont sorties, ils ont matché tous les trucs à chaque fois, dans toutes les circonstances, et en plus ils ont vraiment les petites que tu peux mettre dans le backpack. Crème. Et puis c'est surtout que tu peux les tuner. C'est assez rapide, c'est bien fait. C'est pas cher le rapport qualité. T'as besoin de 2 références de moniteur, toi, ou une ça suffit? Non, je suis pas du. Ma référence en vrai, c'est le casque. Les moniteurs, c'est vraiment pour éventuellement écouter des trucs quand j'écoute le top Spotify, tu vois, tous les vendredis. Mon petit travail de DJ producteur, tu vois. J'écoute ce qui se passe dans les autres pays, nanana. Mais sinon, j'aime bien bosser au casque parce que la plupart du temps. T'es en voyage?
Ouais, et puis le casque est bien. Le casque est plus confort. D'ailleurs, t'as un DAC. Ouais. Tu l'as toujours? Non. T'as arrêté? Non, je dis des bêtises. Non, non. En fait, ça dépend des cartes son que j'ai. J'ai été pendant un petit moment avec ma RME, Ouais. que j'ai vendue d'ailleurs aujourd'hui. Ok. La RME Pro FS, qui est très bien en carte son et qui fait DAC aussi. Et c'est surtout qu'elle est auto-alimentée, donc ça te permet, quand tu es dans le train, tu la poses sur la table et tu auras peut-être le meilleur DAC possible du marché parce que c'est RME et qu'en termes de transparence, Clarté, bien sûr. c'est carré. Et c'est surtout que tu as deux sorties casque, donc tu as deux impédances, donc tu peux brancher des ears, Ouais. ce qui est quand même pratique, et tu peux brancher un casque de studio, ça va Ouais, alimenter ouais. aussi. La RME, pour ça, c'est la seule qui fait ça. Il y a aucune. J'ai testé tout, j'ai investi Merci tellement de l'info, d'argent dans merci de l'info. toutes les marques, j'ai tout testé. Tu me sors une marque, je peux te dire Et une le défaut de cette Apollo, marque. j'ai oublié la gamme. Oui, mais où tu les branches- Apollo Twin, Non, en dessous, où tu branches direct en USB. T'as T'as pas testé? Si, mais moi ça m'intéresse pas Ok. parce elles vont avoir les caractéristiques d'un 1176. Si tu veux, en fait, c'est les volts, c'est ça. Ouais, c'est ça les volts. Ouais. Les volts, c'est bien quand tu veux avoir une espèce de carte son DI. En fait, elles ont été pensées pour brancher une guitare Ouais, dessus. direct. Ouais, un Et t'as micro, déjà un espèce de petit FET compresseur. C'est pour ça. C'est pratique. Mais pour autant avoir des. Et j'ai eu aussi des petites cartes son gadgets, j'en ai eu plein. Ikea Multimédia, ils sont forts pour ça. J'ai testé de chez Teenage Engineering la TX6 qui est incroyable. C'est Ok. c'est la plus petite table de mixage au monde. Yes. Plus petite tâche, un truc de malade. Sous-côté, et elle est en train de prendre de la cote parce qu'il y a toujours des. Je me dis, je devrais me faire. En fait, si je me fais un espèce de truc branding avec des marques, ce serait vraiment peut-être pour leur donner de la force dans ce genre de truc-là. Parce que des fois, je me dis, c'est dommage. Le produit, il est bien. Et je trouve ça dommage Ils ont que pas la ça soit voix. sous-côté, tu vois. Ouais. Moi, j'ai testé, je me dis, les gars, vous avez une table de mixage avec 6 faders. Ils ont un DJ mix mode que les gens, ils se rendent pas compte. Ils ont même fait une espèce de voice note avec un turntable dessus. Et il y a un DJ mode, quand tu mets les deux, tu peux lancer les sons. Sous-côté. Yes. Je comprends pas. Et c'est en ce moment, je vois que les Sonovent en a une, je vois que les distributeurs commencent à introduire ce genre de truc-là. Parce que ce qui est bien au jour d'aujourd'hui, c'est que même des produits qui coûtent 1000 euros, qui sont au-dessus de 1000 euros, y a une hype qui se fait autour de ces produits-là, qui fait que même les petites bourses sont dans un mindset on veut ce produit. Bien sûr. Il nous le faut. qualité Alors qu'avant, aussi. c'était pas ça. Ouais. Maintenant, quand t'es sur des produits qui font 800, 900 euros, les gens ils se tâtent quand même. Je sais parce que tous les trucs que j'achète, je les revends derrière. Donc je vois un peu Stock B. Ouais, je vois ce qui se passe sur le marché, Yes. seconde main. Donc voilà, écoute. Ok. Et allez, chez toi, l'île Maurice, t'as un studio? Oui, j'en ai eu plusieurs, j'en ai fait plusieurs. J'en ai Ok. fait peut-être depuis que j'ai 10 ans que j'habite à Maurice. J'ai fait 6 studios, 5 ou 6, de plein de configurations, de la petite room où on a un peu une room un peu comme on est là. De A à Z, ça veut dire que de rien, une pièce vide, une chambre, des murs en béton, à construire une charpente pour faire un studio dans un studio. Tout seul, à tout commander, ramener mes produits d'à droite à gauche et prendre le temps de le faire, de la charpente, de comprendre comment construire les trucs, d'isoler ça. J'ai tout fait ça parce que je le faisais déjà avant. Et je me suis fait l'expérience sur ça. Et ouais. T'es formé. Pour tout casser, hein, tout faire. J'ai acheté une maison. Après, il a fallu que je vende la maison. Il a fallu que je casse le studio. Il a fallu que je délocalise le studio. En fait, j'ai fait ça. Et puis là, j'ai refait une room là, depuis 1 an, 2 ans. En fait, j'ai fait une room dans un espèce de comment on appelle ça, les espaces de coworking. Yes. C'est-à-dire que tout le monde a ces trucs d'entreprise et non, Ouais. il y a un studio où personne s'imagine qu'il y a un studio parce que c'est tout dark, tu sais pas. Sauf que quand tu rentres, il y a un studio et puis j'ai mis. Donc ouais, c'est aussi ma passion, ça aussi, le bricolage et le projet justement de quand t'es là-bas en détente, faire du live stream, montrer comment tu prod ou. Je m'y mets là, juste. Ouais. C'est quelque chose que j'aurais pu faire depuis longtemps, même la création de studios, montrer aux gens comment tu vois. Mais comme je suis tout seul dans cette initiative, j'ai toujours eu un peu la flemme de le faire moi, et ça demande du temps, de l'énergie. Bien sûr, la configuration, tout ça. Bien Exactement. Que j'ai pas peut-être eu la chance de rencontrer une équipe qui me dit bon, on va filmer ce que là
tu nous calcules pas, on te filme. Et, Ouais, on fait le montage et après on t'envoie, bien exactement. sûr. Donc j'ai pas eu ce truc-là et là je commence à m'y mettre. Je commence à faire des petites vidéos là depuis peu, hein, c'est depuis cette année et je vois qu'il se passe quelque chose, tu vois. Donc bien je sûr. me dis écoute je vais le faire. Yes. Et tu sais on apprend, hein, enfin en vrai. Je vois que t'es dans... Justement, tu t'arrêtes pas et que Ouais, t'es on toujours dans apprend, il n'y a l'apprentissage, pas toujours d'âge dans la volonté. Ouais, et c'est ça en fait, il faut garder ce truc-là. Et alors justement, on va arriver à la fin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ah si, je veux demander, c'est quoi toi ton feat de rêve? J'en ai pas. T'as pas un artiste ou mort que t'as kiffé ou... Franchement, j'en avais pas avant. Le fait de réaliser le truc avec Balvin et d'avoir Beyoncé en plus, ça a tellement mis la barre, ça a tellement mis le level sur le fait de souhaiter un feat que maintenant, je suis devenu plus exigeant dans le fait de me souhaiter. Si on me souhaite quelque chose ou si moi, non, franchement, je vais pas refaire un truc avec Balvin, ce serait cool, tu vois. Yes. Après, c'est quand même cool d'avoir un truc soi-même un projet que tu fais toi, qui est ton projet ou ton bébé, qui cartonne. C'est quand même plus kiffant ça que de souhaiter un projet où tu veux mettre un feat et que tu espères que ça se fasse. Bien sûr. Tu vois. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ces deux trucs-là. Et des fois, on me dit, c'est comme des fois, on me demande, tu kiffes avoir la casquette de DJ et avoir cette reconnaissance-là jusqu'à la fin de tes jours, ou tu kiffes l'artiste. Et je dis, franchement, j'aime bien enlever l'un et avoir l'autre. Ouais, Et switcher. tu vois, Polyvalent. si tu fais un side project, par exemple, et que tu es un artiste dessus, eh ben, je suis quand même, quand tu es artiste, c'est cool de faire de la promo, d'aller en télé, chose que tu ne peux pas faire quand tu es DJ. Par contre, tu ne feras pas de festival Tomorrowland, machin. Par contre, quand je suis DJ, j'ai toute cette énergie-là qui est dans ces gros festivals-là et que je fais quand je fais des gigs, et surtout en Asie, machin, ces endroits-là où c'est strictly DJ set, tu vois. Bien sûr. Là, je kiffe, tu vois. Et là, effectivement, là, ça m'intéresse d'être DJ. Et là, tu as envie d'avoir des projets ou des side projects qui vont dans ce sens-là. Parce que tu arrives et tu as quelque chose à... Donc, non, j'ai pas de... L'un comme l'autre, c'est ce qui est bien. Et ce que j'ai envie de me souhaiter, c'est d'avoir des projets qui fonctionnent. Yeah, bien sûr. Tu as une démo, tu as un truc ou un happy accident, tu vois. Yes, Ouais, yes. c'est ça qui fonctionne chez moi. Donc, Sans on pression. peut juste me souhaiter L'accident. un happy accident, là, que je tombe sur un plugin d'une marque. Tu sais, maintenant, Avec on me un dit preset ça incroyable. depuis que ça s'est passé. On m'a dit, bon, quelle marque tu vas nous. Quelle marque Yes, tu vas, Mais tu vas mettre bien? T'es dans le genre où tu vas chercher les presets, tester tous les presets ou tu vas... Je suis un ouf de ça. Ah ouais? Je suis un... Moi, les gens qui me connaissent, les producteurs qui me connaissent, ils se foutent de ma gueule à chaque fois parce qu'ils me disent que ça fait 5 ans que je trie mes plugins, j'ai trié mon ordi, et alors que je change d'ordi. Tous les ans, t'as les M4, le M3, le M1, le M2 Pro, j'ai tout eu ça, tout. 16 pouces, 14 pouces, je teste tout. Des fois, je suis dans des moods pendant 6 mois, j'ai envie de composer que sur un MacBook Air. Et on dit, waouh! Et alors, je sais pertinemment que je vais être dans les limitations du truc. Mais je me dis justement, j'ai envie de me mettre en danger et de me dire, bon, et à un moment donné, le MacBook Air, je peux pas le pousser. Donc, vas-y, viens, au lieu d'utiliser 15 000 plugins. Tu vois, c'est du mindset. Et j'aime bien. Et à un moment donné, je sais pertinemment que ça va me saouler. Alors, c'est pratique, c'est léger, c'est sexy. T'es dans l'avion, dans le train, tac. Je dis, non, à un moment donné, j'ai dit, j'ai pas envie de galérer. Je suis en train de traiter des voix. Je vois le truc qui galère, tu vois. Bien sûr. Donc, non, j'ai pas de truc de plugin, mais par contre, ouais, je suis un fou pour ça. J'écoute tous les presets un par un. Est-ce que t'as un cahier pour noter? 6 mois. Non, mais je me fais mes trucs. Tes Par favoris. contre, mon truc est super bien rangé. Mon live, il est. J'ai pas de template, par contre. Je vais te demander, ouais. Non. J'ai un truc de base, mais par contre, je suis pas le gars de dire bon, j'ai des templates pour enregistrer. Non, parce que je sais comment je travaille. Je n'ai pas besoin de me mettre des templates. Par contre, j'ai des templates de base, de guitare, de trucs, des Kanimba. Ah, je suis où chercher mes Kanimba. Tu sais pourquoi? Parce qu'une fois, la première fois que j'ai rencontré Guetta, c'était chez lui, à Ibiza, dans sa villa, et je suis venu bosser, et j'ai vu qu'il y avait Afrojack, et tout le monde bossait en session. Et il me dit, bon, t'as quoi de bon à me faire écouter? Il était super hypé que je sois là et tout, nanana. En plus, c'était dans la mouvance de Mirente. Donc, et je lui fais écouter des trucs. Il y a un truc qu'il a kiffé et tout, nanana.
Et le problème, c'est il a commencé à me demander des types de sons et des machins. Et j'étais dans une galère de l'espace parce que je rouvre ma session, ça bug, mon truc était pas à jour. Et j'étais en train de transpirer. Et dans ma tête, le mood où quand il fait t'es en session et que l'artiste il commence à rentrer sur son mood où il est sur son téléphone et qu'il a décroché en fait la session. Bien sûr, et toi t'es en train de Et galérer. David, il cherchait une espèce de synthé que je savais moi où c'était dans mon Nexus. Mais après, je suis rentré dans Serum. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ouvert Serum. Je dis, ah là là, je voyais mes fichiers. Je dis, bon, ah non. Ce sentiment-là, à ce La moment-là, puissance. ah, Le vide. j'étais pas bien. Et ça m'a saoulé. Et le pire du pire, c'est qu'il m'a laissé dans ma room. Il est parti, parce qu'il y avait il y avait d'autres producteurs, tu vois. Donc il m'a dit, essaie de travailler sur cette sonorité-là, nanana, je reviens. Le mec il est revenu 4 heures après et tout, nanana. C'est moi qui étais obligé de sortir de la room pour aller faire pipi et tout. Il me dit, bon, il se passe quoi, les gars? et à ce moment-là, j'ai dit non, plus jamais. À partir de là, et je te parle là, c'était en 2018, tu vois, début 2018. Et j'étais dans mes transitions de software, de trucs. À partir de là, j'ai dit non. Carré. No more. Plus jamais je me retrouvais avec David Guetta en train d'écouter des synthés et de me dire, putain. C'est pas celui-là. Ouais, mais c'est ça. Des trucs un par un. En plus, il y avait des synthés de trucs. Et en plus, j'ai eu une honte de l'espace parce qu'il y avait dans Nexus, il y avait un synthé. C'était un truc de I Got a Feeling, tu vois. L'espèce de ting qu'il utilisait. Et c'est lui-même qui m'a fait la main. Il a dit non, pas celui-là. En rigolant. Il l'avait déjà fait. Même moi, j'avais la honte. Je dis pourquoi je suis tombé sur celui-là. Je dis ah non, trop de trucs à ce moment-là. Je me suis dit plus jamais. Et depuis ce jour-là jusqu'au jour d'aujourd'hui, je trie tous mes trucs. Le Nexus, ça m'a pris. J'ai 25 000 presets. J'ai écouté les 25 000 presets un par un pour en jeter un, en prendre un, aller deep carrément dans le truc du fichier, d'aller chercher le fichier source, dire bon, celui-là je jette, celui-là je fais. Ah, ok. Et là, je me suis fait des templates que je pourrais les vendre en vrai. Hein. Parce que les gars, ils m'ont dit, t'imagines, là, tu nous faciliterais tout le travail. Là. Moi, quand j'ai est-ce ça. qu'arrive le pack de samples J'ai jamais fait ces trucs-là et je pourrais en vrai. Parce que le temps que j'ai passé à faire mes trucs, et même moi, là, je me dis, s'il y avait un gars qui fait le travail que je suis en train de faire là, je te l'achète combien 100 €, je te l'achète. Bien sûr. C'est ça aussi, des fois, le truc. Je comprends maintenant dans la mécanique des DJ qui deviennent populaires et importants. Et je comprends dans la manière de faire et la manière dont comment ils sont efficaces. Là où tu dis comment le mec il peut poster beaucoup de choses et que le mec il entoure et qu'il a un DJ set qui est carré en tour. Tu vois. Et qui sort des remixes en même temps. Bah ouais. Et moi j'ai vu déjà des record box trop bien calés de gars que je connais, des gars à moi, qui tournent aussi de ouf. Et je vois leur record box, je dis c'est pas mon record box où moi je suis en train de me prendre la tête. Mais pareil, il y a des gens pour record box, tu vois, c'est pareil. Ouais, bah ouais. Ouais. Après, c'est pas. Voilà, il faut que le mec le connaisse, etc. Mais bon, je veux dire, ça se fait. Arriver à un certain niveau, ça se fait. Parce que moi, je connais des gens, ils n'ont pas envie de t'y toucher. Tout ce qu'ils ont envie, c'est export sur la clé. C'est ça. Moi, à la limite, ça me dérangerait. J'ai quand même envie d'avoir parce que je sais que tu peux pas afficher cette playlist-là. Et puis, c'est au cas par cas, tu vois. Quand tu fais un Ultra, par exemple, j'aurais jamais été. Tu sais que mon set de l'Ultra, je l'ai fait le jour où je passais. Les gens me croient pas. Je dis, je l'ai fait au jour où je passais. C'est-à-dire qu'il a fallu que je remets mon truc à zéro de ce que j'ai l'habitude de faire. Parce que c'est pas possible. Là, je joue à l'Ultra. Et j'ai toute la journée où j'étais à l'hôtel. Par contre, je me suis jamais, de toute ma vie, je crois que c'est une des rares fois où je me suis mis un coup de pression de toute ma vie et que moi, je bosse à la pression, en fait. J'ai été créatif dans les idées. J'ai dit, ah ouais, j'avais ça. Et par contre, j'étais dégoûté parce qu'il m'a manqué de temps et ça s'est ressenti peut-être sur des trucs à la fin pour affiner et avoir des transitions un peu plus cool. Ouais. Mais par contre, j'ai été chercher des transitions de l'espace, un truc de Anitta, de son dernier titre qu'elle a sorti. Je l'ai mis parce que je savais qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui sont dans le festival Ultra et que c'est son dernier titre du moment. Ouais. J'ai mis ça, j'ai fait une transition. En fait, ces trucs-là, tu peux pas avoir des playlists faites. Non, t'es obligé c'est un travail. Sinon, c'est toujours le même set. Comme Afrojack, pendant son set de l'Ultra, il l'a travaillé pendant un mois. Voilà. Alors que c'est un nom, alors qu'il peut, il a du ghost. Tranquille, bien sûr. Mais lui, il est trop. Non, moi, je mets mes mains dans le truc. Je sais comment je vais commencer, finir, machin et tout. Comme ça, tu as l'assurance que tu as un gros squelette de set qui est là. Et puis le reste, ça peut être du freestyle le jour même. Ouais, bien sûr, des tracks que tu as envie de jouer. Tu réajustes, bien sûr. tu vois. C'est sûr.
Enfin bref, j'arrête de parler. On est bon. On est bon. C'est quoi le futur pour toi là? C'est quoi les plans futurs? Bon, rien, le futur là, c'est d'être un peu plus investi dans les réseaux et de faire un peu plus de contenu. Là, Yes. je me suis acheté un petit contrôleur, ça fait 1000 ans que j'achète 15 000 contrôleurs, je les utilise pas. Je les achète, je les donne. Et même quand je les donne, on me dit, mais t'es bête. Pourquoi tu fais pas des concours, tu donnes ça au lieu de donner ça à un gars que tu connais pas, tu dis, tiens, je te donne un contrôleur. Et je dis parce que tu sais quoi, ce gars-là, je sais qu'une fois je l'ai rencontré à un show, le gars est venu me voir, il m'a dit, tu m'as donné un contrôleur. Et c'est vrai, c'est véridique. Des fois, une fois j'ai donné une paire de Genelec à un gars, et des belles Genelec, vaut 3000 euros. Mais elles étaient à l'hôtel, ça allait me coûter super cher de les rapatrier, et je les avais ramenées pour faire du son. J'ai dit, c'est quoi, je peux me permettre, tu vois. Bien sûr. J'ai dit, c'est quoi, donne-les à un gars qui fait du son. Et le gars est venu à un de mes shows, mais random de chez random. Après, Il est venu me voir à la vie, fin. hein. Il me dit, gars, il me serrait la main. Il m'a dit, tu te souviens pas, mais tu m'as filé tes Genelec et tout. Nanana. Quand il m'a dit ça, je me suis souvenu de la fois que je les ai laissés à l'hôtel. Et ça m'est arrivé ça plusieurs fois sur des trucs où je suis en speech, je laisse du matos. Qu'est-ce que tu conseillerais pour un jeune DJ producteur aujourd'hui? Comment faire? Quoi faire? Franchement, j'aurais même pas de conseils à donner. Là. Le jeune, il va savoir quoi faire et comment faire. Et peut-être mieux que moi. Oh, quand tu vas à la DE, tu vois bien, il y a beaucoup de bedroom Oui. producteurs, il y a plein de gens qui savent pas, et les gens vont à la Non, DE ça pour dépend. ça, tu vois. Le problème, c'est que les gens, ils veulent pas entendre la vérité. Ah, Donc tu peux donner les 15 000 conseils que tu veux, mais ils vont peut-être écouter le conseil du plus facile, de quelqu'un qui va te dire, bon, il faut que tu tapes ce prompt là sur Suno ou sur tel autre IA, qui va te build un truc, qui va te dire comment faire. Parce que c'est vrai que ChatGPT a des bonnes réponses aussi, tu bien vois, sûr. dans comment implémenter ta stratégie. Tu vois, moi, je peux pas parler stratégie. Je peux juste partager mon expérience et dire que les réseaux, c'est devenu l'arme numéro un au jour d'aujourd'hui. Tu penses que tu as manqué? Ce qui est malheureux, c'est que le talent n'est plus une valeur de te faire percer, comme si les gens veulent percer. Tu vois, si tu veux percer, que tu as du talent, tu vas pas percer. C'est juste Malheureusement, le minimum. désolé de te dire, tu ne perceras pas. Par contre, si t'es smart dans la manière de faire les choses, tu peux. Maintenant, ce qui est important, c'est le showcase. C'est la manière dont comment tu showcases ton truc. C'est la manière dont tu te vends. Et il faut se considérer comme un produit marketing. Tu as un talent, mais si tu te considères comme un produit marketing, tu seras la meilleure manière de mettre ton talent en avant. C'est-à-dire que tu le feras pas maintenant, mais tu le feras au moment opportun. Et ce moment opportun, c'est là où d'autres ont décroché parce qu'ils n'avaient pas de talent. Tu vois. Yes, bien sûr. Et, ça peut être un long chemin, ça peut être viral, ça peut être rapide, mais plus tu cherches le viral et moins tu l'as. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, c'est ça. Par contre, si je peux donner un conseil, c'est de se créer une communauté. Si tu as une communauté, c'est la force c'est le nerf de la guerre, la commu. Il y a des gens qui n'ont pas de commu, ils la payent pour avoir une commu. Et c'est eux qui deviennent viraux. C'est ça, mais c'est une viralité qui va nulle part. Ouais, bien Par sûr. contre, demain, tu as une commu. Qui te soutient de A à Z. Ah, gars. De toute façon, c'est une équipe. Ils vont se battre pour toi, bien sûr. Ta commu, c'est ta meilleure team. Tu vois. Donc, si je peux donner un conseil, que tu as du talent ou pas, la commu. Mais si tu as du talent, bien sûr, la commu. Et la commu, comment il faut aller à sa rencontre. Donc, il faut créer l'occasion. Il faut se filmer dans plein de trucs. Et maintenant, il y a tellement d'exemples que c'est facile. Non, c'est sûr, c'est sûr. DJ, il met un contrôleur, il mixe, et puis ça y est. Partout, dans la Si rue, une nana qui est au ski, habillée, machin, qui te pose un contrôleur dans la neige, il n'y a rien qui va dans toutes les informations que tu es en train de percevoir. Et qu'elle est en train de mixer le dernier saut du truc. Et que tu vois que la vidéo, elle est en train de faire des vues de ouf, mais avec que des haters. Il faut analyser ça et comprendre pourquoi c'est viral, tu vois. C'est-à-dire que même le fait de mal parler du truc, va pousser cette nana-là, qui n'est pas forcément DJ, dans des algorithmes, tu vois. Donc si tu as compris ça, tu peux trouver ta place et trouver ton concept, tu vois. Yes. Et t'as pas besoin d'avoir le meilleur contrôleur maintenant. C'est marrant parce qu'avant, beaucoup de vidéos se faisaient avec des CDJ 3000 et il fallait absolument des CDJ 3000 pour showcase un DJ mix. Et plus on avance, et puis tu te retrouves avec c'est parce que la nouvelle génération s'en fout.
Nous, on, Mais est c'est on a ça. grandi là-dedans, dans le vinyle, dans ce Mais truc-là, c'est- il fallait avoir le truc. Mais la mais- nouvelle génération s'en fout. Bah, c'est ça. Tu peux te créer faire des super vidéos. Non, ah, les gens, ils s'en foutent. Maintenant, c'est une vidéo face cam et tu fais le top 5 Afro House. Sans mixer. Ça. Non, ou tu peux être un DJ. Moi, Oui, j'ai mais des- bon, tu moi, peux j'ai le un faire sans, DJ tu vois. producteur, j'ai ça parce que j'ai un gars que je connais qui fait ça. Et ça fonctionne plus que s'il faisait, Ah, que bah, s'il 1000 faisait fois, un bien mix sûr, bien machin. sûr, bien sûr. Parce que les gens, ils sont venus là pour écouter le top 5 Et avoir les des trucs Afro références, House. bien sûr. Tu vois. Et si tu fais ça avec la funk, c'est le pire. Avec la funk. Ouais, Parce bien que sûr, c'est le, c'est parce la que c'est guerre. le truc Du moment populaire. pour les jeunes, bien gens sûr. sont venus pour écouter. Bon, cette semaine, c'est quoi le truc funk viral TikTok? Si tu as compris ça, tu prends les 5 trucs viral TikTok. Tu peux même mettre 2 casseroles et tu fais genre t'es DJ. Je suis sûr que ce Bien concept-là sûr. va fonctionner. Tu vois Bien ce que je veux sûr. dire? C'est juste qu'il faut être créatif. Mais ce qui est galère, c'est qu'il faut être créatif. Faut mais pousser, il faut donner faut à manger pousser. tout le temps. Ouais, c'est ça. Voilà, les gens, il consistance. faut nourrir le feed. C'est sûr. Après, Enfin, t'as voilà. pas forcément le retour. Tu l'as pas le retour comme. Ouais, T'arrives pas à palper le retour. c'est comme ça. Mais bon. Merci Willy William. Ah, merci à toi. Désolé, Incroyable. j'étais bavard. Non, on est là. On est là pour ça. Il faut faire parler. Personne ne te laisse parler. Au moins, on sait. Ah là, Merci en tout cas, t'es le bienvenu. top, merci à Peut-être toi. la prochaine fois, on fera une Merci pour session l'accueil. studio, on sait Ah pas. bah, carrément, voilà. On va faire le top 5. Voilà. Comment faire des baile funk, comment faire des Mirente, Non, non, on cool, va faire cool, des cool. hits. Ouais, Merci carrément. en tout cas, c'était un vrai Ah, plaisir. merci. Top. Yes, Merci I. à toi. Cette vidéo est possible grâce à la collaboration avec sonovente.com qui soutient ta chaîne préférée, la chaîne de Hurricanix, et surtout qui soutient la culture du DJing et l'apprentissage. Si tu as besoin de quoi que ce soit en termes de matériel, n'hésite pas à consulter le site sonovente.com ou à aller dans les magasins. Allez, maintenant que tu as fait ton job, on y retourne. Yes, c'est la fin de cette interview. C'était incroyable. Merci encore à monsieur Willy William. J'espère que vous avez kiffé. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. En tout cas, allez le follow. Donnez-lui la force. C'est hyper important. Vous l'avez compris, on n'est rien sans la communauté. On n'est rien sans vous. Et bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. C'était ton gars Hurricanix. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle interview. Peace la mif. Ciao. Pouh!